monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à regarder Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes en direct sur STV. Un seul thème ce soir, 27,55%. C'est le taux de réussite au baccalauréat cette année 2024. Je ne me trompe pas, j'espère, non? J'avais cru avoir vu 37. D'accord. 37,26, ça doit être ça. Ouais. Taux de réussite dans cette année, tout compte fait qu'il soit de 37 ou 27, il est clair et tout le monde est plus ou moins unanime là-dessus. Ce n'est pas réjouissant pour notre système éducatif, ce n'est pas réluisant pour nos enfants, ce n'est pas honorant pour les enseignants et ce n'est pas heureux pour les parents. Une année assez morose donc sur le plan de la réussite. Ce sera le seul thème ce soir. Résultat du baccalauréat 2024. Échec des politiques publiques en matière d'éducation. 4 invités. Je dis d'abord bonsoir à Guy Savigny-Bobissé Nko, qui est le président de l'Alliance pour le développement et la paix. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci pour l'invitation. Et bonsoir également à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse chaîne. Un parti politique récent qui a plutôt une idéologie très, j'ai failli dire religieuse, disons chrétienne. Chrétienne, voilà. Donc, et évidemment qui s'intéresse aux questions sociales, aux questions politiques et bien d'autres. Voilà. Donc il faut dire que nous sommes une des générations de la jeunesse étudiante chrétienne, qui est un mouvement d'action catholique. Mais nous avons travaillé en collaboration avec la jeunesse étudiante protestante et également islamique. Et en tant qu'association, c'est depuis une cinquantaine d'années que nous évoluons au Cameroun. Mais comme le contexte camerounais ne permet pas aux associations de concourir au suffrage universel, nous avons été obligés de nous constituer en parti politique. La démarche a été engagée dans les années 2020 auprès des autorités, notamment auprès du MINAT, et ce n'est qu'en 2023, en novembre 2023, que nous avons connu un aboutissement avec la liste des 40 derniers partis politiques, parmi lesquels nous avons été le numéro 31. Heureux de vous recevoir ce soir pour une première sur ce plateau. Yves Abama, bonsoir. Bonsoir, Dipita, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de partager votre plateau une fois de plus et je suis doublement plus heureux parce que vous avez sollicité ma casquette d'enseignant. Donc c'est l'enseignant Yves Abama qui est... Quelle qualité. Je rappelle néanmoins que vous êtes également militant très engagé au RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes également là sous cette casquette. Je voudrais dire bonsoir à Bracher Thio, qui est également enseignant. Lui, il est syndicaliste. Il est du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Il fait partie de ceux-là qui ont mis sur pied à l'époque le mouvement OTS. On a trop supporté, il me semble. Bonsoir, Bracher. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Un bonsoir particulier à mes collègues du lycée bilingue de Dedo. Et un autre bonsoir particulier à ma femme qui, en ces temps où je suis très occupé, vit certainement une solitude. Je vous laisse terminer. D'accord. C'est bon, c'est bon. Je suis très heureux d'être sur ce plateau et surtout que le thème concerne les enseignants, ça concerne l'éducation. Merci d'être là également pour une première sur Carte sur table. Honorable Odile Ngomaop, épouse Noé, bonsoir. Vous êtes également enseignante, secrétaire nationale à l'éducation pour le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Enseignante par ailleurs, je l'ai dit. Bien sûr, enseignante d'abord, enseignante toujours. Secrétaire nationale à l'éducation et à la science du PCRN. Je suis ravie et honorée d'être dans ce plateau aujourd'hui avec vous. Nous allons parler d'un sujet assez sensible, un sujet qui a pratiquement déstabilisé le moral des élèves cette année et des parents. Donc, je suis honorée d'être ici et je pense que nous allons faire une bonne mission et nous parlerons de ce sujet de fond en comble. Merci d'avoir été invité, M. Tonga, merci. D'emblée, je voudrais prendre vos avis de prime abord, avant peut-être les questions de fond. Quelle lecture, quelle appréciation première faites-vous des résultats aux examens de cette année, la session de 2024? On l'a dit au départ, pas du tout réluisante. Je vais chercher d'autres statistiques, on va peut-être les prendre au cours de l'émission. D'abord vous, Président Savigny. Alors, ma réaction est vraiment mitigée. Parce que dans un premier temps, nous avons au début du mois de juillet
attendu une actualité abondante dans les différents médias où on nous parlait de la fuite des épreuves, d'une potentielle fuite des épreuves, et je crois que cela a été abondamment discuté sur sur certains médias, ou pour ne pas dire presque tous les médias. Bon, je pense même que cela est allé jusqu'à l'interpellation de Madame le ministre auprès de l'Assemblée nationale sur ces questions de fraude relatives aux examens de 2024. Donc, compte tenu de ce contexte, on se serait attendu à un raz-de-marée en se disant que si les informations qui avaient été si abondamment relayées dans les réseaux sociaux ou alors dans les médias, c'était avéré, juste, c'est plutôt l'opération inverse qu'on aurait attendu. Mais grande est notre surprise de voir que non seulement c'est l'inverse, mais c'est la catastrophe, surtout pour des séries littéraires qui sont à la limite du néant absolu. Voilà. Donc, même si c'est que les séries scientifiques et autres sont à la moyenne, mais c'est quand même assez inquiétant. Alors, du coup, la bonne question que nous nous posons à l'ADP, c'est de savoir, alors, est-ce que c'est une sorte de représailles en réaction aux nombreuses accusations, permettez-moi l'expression, est-ce que, dans un premier temps, les personnes en charge de l'éducation étant dos au mur sur des velléités ou alors sur des suppositions de fraude avec un certain nombre d'arguments qui ont été émis, est-ce que ce n'est pas en représailles de cela que les enfants sont en train de boire la tasse, si vous me permettez l'expression? Voilà, donc c'est une question qui pour nous est une question légitime en ce moment. D'accord. Brachère, votre première réaction? Permettez-moi de vous dire, peut-être c'est choquant, surtout pour les parents qui ont dû supporter ces élèves et les encourager pendant toute une année, pendant 9 mois. Permettez-moi de vous dire que les résultats que nous avons actuellement reflètent la réalité absolue. C'est-à-dire, il fallait bien qu'à un certain moment donné, qu'on arrête de se voiler les yeux, qu'on arrête de donner les gros pourcentages pour croire qu'on a un bon système éducatif, ou alors laisser croire aux parents que tout se passe bien, que les élèves ont un bon niveau. Alors, les résultats que vous avez vus, ça reflète la réalité. Les enfants n'ont plus le niveau, certainement à cause d'un certain nombre de facteurs. On aura certainement l'occasion d'épiloguer là-dessus, mais ma première réaction, je peux vous dire que les résultats reflètent la réalité que nous voyons sur le terrain avec les élèves que nous avons actuellement. Yves Abama? Oui, je vais aller abonder dans le même sens que Bachar. Je vais dire qu'en réalité, ça peut effectivement choquer, mais ces résultats sont conformes au niveau de nos élèves. Si vous avez essayer d'observer un peu le système depuis une dizaine d'années, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'année en année une dégénérescence, une décadence, une chute très vertigineuse du niveau de nos apprenants. Et on a le sentiment que chaque année, ils sont un peu plus en difficulté que les années précédentes. Vous voyez, et ce qui dérangeait un peu, c'était que malgré cet état des choses, qu'on ait des pourcentages de réussite assez élevés. Ça dérangeait vraiment. Je pense qu'il y a un contexte particulier qui a poussé les responsables à prendre un tour de rigueur. Je préfère le dire comme ça pour ne pas dire autre chose. Et c'est ce tour de rigueur qui nous a permis de revenir à cette réalité. Parce que c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on aurait dû avoir depuis. Vous voyez? Donc on ne peut pas passer le temps aussi à dire oui, bon, on a eu des 70%, 75%, c'est bon, on ne peut pas. Et c'est pour ça que je profite. J'ai voulu vous faire la remarque. Je vois la question là, quand vous avez dit échec des politiques publiques. Je me suis dit, en matière d'éducation, je dis, bon, si on part de ce pourcentage pour dire échec des politiques publiques, je suppose qu'en 2021, à 75%, on dira réussite des politiques publiques. Je suppose qu'en 2022, à 73%, on dira aussi réussite. En 2020, 66%, on dira aussi réussite. Non. Si on fait cette lecture-là, on risque de ne pas aller au fond des choses. Il y a une question technique, c'est vrai, qui peut rencontrer sur son chemin
des décisions politiques, mais il faut qu'on aborde la question technique pour que les uns et les autres comprennent que ce qui nous arrive cette année est ce qui aurait dû nous arriver depuis. Le constat qu'on fait aujourd'hui, on aurait dû le faire depuis. Peut-être qu'il nous aurait permis d'adresser les bonnes solutions. Autrement, les années antérieures ont triché. On trichait, je mets la tricherie entre guillemets. Je suis d'accord. On trichait pourquoi? On trichait parce que nous sommes tous enseignants autour de la table, je suppose, en ordre vous. Non, moi, non. Quand vous avez un bonhomme dans une salle de classe de 3e, je commence par là, qui ne sait pas ce qu'il faut faire du deuxième verbe quand le premier est conjugué, et là, c'est le professeur de français qui parle, et qu'en fin d'année, vous le voyez jubiler au babillard parce qu'il a eu le BPC, je vous assure, vous avez des démangeaisons même quand vous restez calme. D'accord. Voyez, quand vous avez un élève de terminale qui va vous écrire à C, terminale A, il écrit A, il met C, il met accent aigu, et que vous voyez qu'il a eu son bac, quand même. D'accord, je ne sais pas si je l'ai dit, vous êtes députée suppléante PCRN. Honorable, votre première lecture de ces résultats? Monsieur Tonga, moi, je pense que le système a échoué. Nous sommes droit dans l'échec. Vous ne pouvez pas être dans votre maison, vos enfants échouent et on dit que c'est les enfants seuls qui portent la responsabilité de l'échec. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imputer la responsabilité de l'échec aux seuls élèves. Ce serait malhonnête pour la communauté éducative. Le système a échoué. L'objectif d'un système, c'est d'encadrer les enfants, de les amener à réussir et à être des hommes pleins dans tous les sens. Quand un système n'est pas capable d'éduquer sa population, c'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour nous les parents, c'est l'échec pour la communauté éducative en général. Donc quand j'arrive à cette émission et je salue l'initiative, vraiment il faudrait que nous les Camerounais, nous sachions que nous sommes dans une tricherie qui a trop longtemps duré. Maintenant qu'au vu du monde entier, nous commençons à regarder nos véritables problèmes en face, je pense qu'il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on fasse l'école au Cameroun. Parce que nous ne faisons pas l'école au Cameroun. Nous, les éducateurs, déjà, nous avons une grande part de responsabilité dans cette affaire, dans cet échec de 2024. Avec ce mouvement OTS qu'on semble négliger et balayer du revers de la main, les enfants n'ont presque pas suivi les enseignements. Vous ne pouvez pas demander aux enfants qui ne suivent pas les cours depuis près de 2 ans de réussir aux examens. Parce que l'OTS n'a pas commencé cette année. On suppose que ces enfants ont réussi le probatoire avec des lacunes. Cette année commence l'année scolaire avec des lacunes. Et vous vous attendiez à ce qu'ils réussissent lorsqu'on dit qu'on va prendre à 10. Réussir à 10, c'est normal, monsieur Tonga. On réussit à 10, monsieur Tonga. Excusez-moi, monsieur Tonga. C'est normal. 10, c'est la moyenne. On réussit à 10. Et nous, les éducateurs, notre travail, c'est que les élèves puissent avoir au moins 10 de moyenne. En votre temps, vous mettez en parallèle les revendications ou alors la forme prise par les revendications des enseignants et leur production en salle de classe qui a contribué. Je dis que nous semblons balayer du revers de la main l'impact d'OTS dans les résultats. D'accord. Donc nous devons tenir compte de ce mouvement. Essayer de tout faire pour que les enseignants aient ce qu'ils demandent dans les revendications et qu'ils reprennent le chemin de l'école, effectivement. Parce que vous ne pouvez pas dire que dans une classe d'examen, on ne peut pas couvrir les programmes à temps. Et on espère que les élèves puissent apporter des résultats. Et quand il y a catastrophe, on dit que les élèves n'ont pas fait ceci, les élèves n'ont pas fait cela. Vous ne pouvez pas être chez vous, vos enfants échouent. Et vous dites que c'est seulement vos enfants seuls qui portent la responsabilité de l'échec. C'est être malhonnête. On va donc entrer dans l'analyse de ces résultats. Peut-être commençons par certaines variables. La qualité de l'éducation, les conditions socio-économiques, le niveau de préparation des élèves. Allons-y pour la qualité de l'éducation. Brachéa. Quand il faut parler de la qualité de l'éducation, vous m'amenez directement dans ce qui j'aime bien discuter avec des gens, même quand je rencontre n'importe qui qui voudrait bien parler de l'éducation, j'aime bien discuter de ça avec les personnes. Parce que ici, il faut qu'on le dise, notre gouvernement est responsable à plusieurs niveaux dans ce que nous vivons. Parce que lorsqu'on parle de qualité de l'enseignement, un enseignant ne se lève pas un matin et décide que je m'en vais dans la classe de 5e enseigner telle chose. Ou encore, je m'en vais dans la classe de terminale enseigner telle autre chose. Il y a des programmes bien définis que l'enseignant vient simplement suivre. Alors, le gouvernement a donc, le gouvernement a donc ses responsabilités à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est donc le système éducatif proprement dit. Les programmes scolaires, je trouve que les programmes scolaires ne sont plus adaptés.
Les programmes scolaires ne sont plus adaptés aujourd'hui parce que nous avons le même programme scolaire depuis peut-être des années, je sais pas, 1980, je sais peut-être 1990, on a les mêmes programmes scolaires, 2010, 2020. Vous estimez que pendant que le monde changeait, les besoins du Cameroun n'ont pas changé? Est-ce que ces programmes scolaires qui ne sont pas adaptés, est-ce que les élèves ne les assimilent pas parce que les programmes ne sont pas adaptés? Voilà. Et là, vous dispensez un cours, même s'il date de 1900. Le minimum, c'est que le cours que vous dispensez, que l'élève montre sa capacité d'assimilation du cours, il me semble. Monsieur Tongo, est-ce que vous savez qu'un élève assimile mieux un cours lorsqu'il y a la motivation? Lorsque l'élève est motivé à suivre le cours, alors il va mieux assimiler le cours. Lorsqu'on vient avec des programmes qui n'ont aucune motivation pour l'élève, quand je parle de motivation, ce que nous formons aujourd'hui, là, ce sont des chômeurs. Parce que même ceux qui ont réussi le bac, il y a des salaires 10, 5, 3 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les universités à tourner et à ne rien faire. Et quand un enfant voit tout ça, il n'a aucune motivation. Aucune. Et lorsqu'un enfant va se rendre compte que même avec les efforts que je vais fournir et réussir à cet examen, je vais me retrouver aussi à l'université comme les autres, il n'y aura pas de motivation. Vous comprenez donc l'importance de changer le programme de façon à adapter le programme scolaire aux réalités actuelles. Si les enfants étaient motivés, je pense que les résultats seraient différents. Et toujours dans le système éducatif, il y a donc je peux dire les droits des élèves. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les élèves n'ont plus que les droits et n'ont pas de devoirs. Parce que quand vous, enseignants, arrivez dans une salle de classe, vous avez laissé les devoirs, l'enfant n'a pas fait. Qu'est-ce que vous devez faire? On vous demande de punir l'élève, mais de donner des punitions positives. Comme punition positive, vous pourrez dire par exemple à l'élève, comme vous n'avez pas traité l'exercice 2, demain vous allez traiter l'exercice 3 et 4. Voilà votre punition. Le lendemain, vous arrivez, le même élève n'a pas fait l'exercice 3 et 4. Qu'est-ce que vous faites? On vous demande de donner notre punition positive. Alors, quand vous arrivez le matin, vous avez cours à 7h30. Vous êtes dans une salle de 60 élèves, mais à 7h30, vous avez à peine 15 élèves en salle. Les autres sont en retard. Mais on vous dit que vous ne devez pas garder ces élèves hors du portail. Les surveillants généraux vont les faire entrer et trouver des punitions positives. Qu'est-ce que le surveillant général va faire pour 45 élèves qui sont arrivés en retard pour une seule classe? Imaginez-vous tout un établissement. Qu'est-ce qu'il peut faire comme punition positive? Ils vont passer 1 heure de temps pendant que vous êtes en train d'avancer avec le cours. Ils vont venir vous trouver en salle, en entrant avec le bruit. Vous comprenez donc qu'à un moment donné, on a l'impression que les enfants n'ont plus que les droits et pas les devoirs. En résumé, le système éducatif... Le système éducatif est à revoir parce que, et c'est pour ça que les enseignants demandent l'organisation du Forum national de l'éducation. Le gouvernement nous a promis qu'on devait organiser le Forum national de l'éducation et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore ce programme. Je n'ai pas terminé, pardon, parce que je vous ai fait savoir que le gouvernement était responsable à 3 niveaux. Ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la gestion de la ressource humaine. Quand vous avez des enseignants maltraités, qu'est-ce que vous attendez comme rendement? Quand vous avez des enseignants qui vont marcher avec des pancartes partout pour réclamer un salaire, qu'est-ce que vous attendez comme rendement? Quand vous avez des enseignants qui vont faire 10 ans avec le même salaire qu'ils ont commencé à la première année, et on vous dit non, vos avancements seront payés. Vous avez 10 avancements en attente, vous avez 5 avancements en attente, on vous fait passer les 5 avancements, on vous dit attendez le rappel dans 3 ans. Le rappel arrive 4 ans plus tard et vous avez 2 autres avancements. Ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Le jour qu'on va payer les avancements des 4 autres années, vous aurez encore d'autres avancements qui seront en cours et que vous serez toujours en attente. Lorsqu'on demande au gouvernement d'automatiser les avancements des enseignants, on trouve que c'est trop demandé, que les enseignants demandent trop parce qu'il y a d'autres corps de métier. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces enseignants maltraités? De ces enseignants que même les élèves vont voir avec les pancartes parce qu'ils n'ont pas de salaire. Et les enseignants n'ont pas de choix que de marcher avec des pancartes parce qu'il y a un malaise profond. Et quand je parle aussi de la gestion de la ressources humaines, il y a aussi la qualité des enseignants que nous avons. Parce que il y a insuffisance d'enseignants dans presque tous les établissements publics du Cameroun. Et pour pallier à ça, les professeurs doivent recruter des vacataires. Et parfois, vous devez prendre des vacataires que vous avez sous la main parce que vous cherchez le vacataire qualifié, mais le salaire n'est pas assez bon pour l'avoir. Vous prenez celui que vous pouvez, qui va accepter le salaire que vous proposez. Et celui-là, parfois, c'est l'élève qui a eu le bac il y a 2 ans. Il est là à l'université, il a fait 2 ans. Il n'a pas pu passer au niveau 2. Il dit qu'est-ce qu'il peut faire en attendant.
ans, il vient commencer les vacations. Qu'est-ce que vous attendez comme rendement de celui-là? Peut-être parmi eux, certains peuvent donner un bon rendement, mais je peux vous garantir que 80% de ceux-là ne fournissent pas un bon rendement. Et on va dire, les enseignants ne travaillent pas bien, pourtant c'est la faute du système. Et le dernier, pour terminer, pour chuter, le dernier niveau, c'est sur le plan infrastructurel, parce que ça va sembler banal, mais même les infrastructures ont un impact sur les résultats scolaires, sur la qualité de l'éducation. Parce que quand un enfant quand vous allez laisser les devoirs à l'enfant, les devoirs, c'est ce qui permet à l'élève de mieux assimiler le cours que vous avez dispensé. Mais lorsque vous avez laissé les devoirs, le lendemain matin, l'élève vient vous dire, je n'ai pas fait mes devoirs. Pourquoi, monsieur? Pourquoi vous n'avez pas fait les devoirs? L'élève vous répond, et Néo a coupé. Il n'y avait pas d'électricité. Vous allez punir ce genre d'enfant comment? Parce qu'il est rentré d'école, vous vous êtes séparés à 15h30, il faut quand même un temps pour se reposer. Il est 18h, il y a déjà le noir, et on attend, il veut faire ses devoirs, il n'y a pas la lumière. Vous comprenez que même ça, même Eneo a un impact sur les résultats que nous avons aujourd'hui, ou même les routes, parce que lorsqu'on parle d'éducation, il ne faut pas seulement regarder les grandes métropoles. Il y a des zones que l'enseignant quitte le samedi, parce qu'il sait qu'il doit arriver le dimanche à prêter pour le cours de lundi. Mais la route est tellement impraticable qu'il arrive le mercredi matin et il a déjà perdu 2 jours de cours. Je vous rassure qu'il y a les localités pareilles. Donc vous comprenez que même le manque de route peut avoir un impact. Donc je pense que le gouvernement a ses responsabilités à 3 niveaux. Et vous n'avez pas cité les vôtres. Yves Obama, sur l'analyse de la qualité de l'éducation, commençons par là. Oui, avant d'arriver sur la qualité de l'analyse que je vais faire, je voudrais dire qu'en réalité, madame, chers collègues, personne n'a jamais dit que les élèves étaient les seuls responsables. Enseignants formés comme moi, vous savez très bien que, et ça nous a été appris pendant notre formation, vous avez 100 élèves en classe, 99 réussissent, 1 échoue, vous êtes coupable. Ça, c'est un principe cardinal chez nous. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que les enfants sont les seuls coupables, non. Nous avons notre part de responsabilité. Et je prends un élément que Brachet a évoqué tout à l'heure. Il dit la qualité des enseignants. Sauf qu'il semble mettre le doigt sur l'enseignant vacataire. Non, c'est à tous les niveaux, je vous assure. C'est à tous les niveaux. Vous avez parfois des enseignants formés qui, par à force de ne pas travailler, vous produisent quand même parfois des choses assez curieuses. Voyez. Et parmi ces vacataires, dans le lycée où nous enseignons, lui et moi, je vous assure qu'on a des vacataires, des personnes très compétentes, dont je ne vais pas donner les noms ici, dont je ne peux pas accepter qu'on dise que la qualité de l'enseignant se situe seulement au niveau des vacataires. C'est à tous les niveaux. Il faut qu'on ait le courage de nous regarder dans les yeux. Maintenant, je voudrais parler du phénomène OTS. Et je trouve très léger qu'on dise que ce phénomène a influencé les résultats. Pourquoi? Depuis tant. Il y avait au bac 133 600 quelque chose de candidats. Vous voyez, si vous essayez de les distribuer entre le public et le privé, vous allez vous rendre compte que au moins 3/4 étaient dans le privé. D'accord? Le plus gros contingent de l'éducation au Cameroun en matière d'élèves, c'est le privé. Le public, c'est une petite partie. Vous voyez, s'il y a eu OTS au public et que le système a été paralysé, ce n'était pas le cas dans le privé. Et du coup, les taux devaient être un peu supérieurs. Moi, je pense qu'en essayant d'évoquer des paramètres politiques, on va noyer un vrai problème. Vous comprenez? C'est vrai. La condition de l'enseignant au Cameroun aujourd'hui n'est pas bonne. Il faut que l'État essaye de faire quelque chose pour la remonter. Parce que quand on n'a pas des enseignants de qualité, on ne peut pas avoir une école de qualité. Et quand je parle de la qualité des enseignants, je parle aussi bien des fonctionnaires que de nos collègues vacataires ou alors de ceux qui enseignent dans les établissements privés. Parce que vous avez des établissements ici où on paye des pensions de 300, 400 000, mais vous n'avez pas un enseignant qui a 100 000. Vous voyez? Donc il faut que l'État vraiment fasse un effort sur la question de l'enseignant. Ça, je mets de côté. Maintenant, la cause, pour moi, la cause principale de notre échec, c'est quoi? C'est une nouvelle approche pédagogique qu'on a introduite chez nous, pour moi, depuis 2012. C'est pour ça que je vous ai dit, on va aller en profondeur. Et qu'est-ce que cette approche fait, Monsieur Dipita? On se retrouve dans des situations où on corrige la copie d'un enfant, on voit manifestement qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, mais les critères de correction que
cette approche nous impose font qu'on ne peut pas donner une note qui va avec ce qu'on pense, nous, enseignants. C'est une conviction de l'enseignant. Voilà, je vous dis, je vais prendre un cas. Lors de la correction de l'examen probatoire, j'étais chef de salle au lycée de Bépanda, ici à côté. Je vous assure, j'ai eu des problèmes avec des correcteurs. Pourquoi? Parce qu'un correcteur met une note, je vois par exemple 4 ou 5 sur 20 sur une copie, je suis en train de reparcourir, je lui dis, écoute prof, tu ne peux pas mettre 4, 5 sur 20 sur cette copie, il me dit, non, vraiment l'enfant n'a rien écrit. Je lui dis, prenons les critères. On prend les critères, point par point, on se rend compte que selon les critères, cet enfant, effectivement, doit avoir 10, 11. Vous voyez? Donc, il y a cette approche pédagogique qui, du moins son implémentation chez nous, parce que quand on dit... L'approche par compétence? Oui, l'approche par les compétences. Et je vais vous dire, ce n'est pas une mauvaise approche. Le contexte de chez nous, il faut le... il faut peut-être l'expliquer déjà, ça consiste en quoi? Elle consiste en quoi? J'explique selon le modèle où nous sommes allés chercher. La pédagogie par compétence, c'est de dire... J'ai 20 élèves parce que le chiffre modèle des élèves en classe dans cette pédagogie, c'est 20. Avec un maximum de 30. Non, du tout, c'est 20. J'ai 20 élèves et quand je fais les apprentissages, je m'arrange à ce que l'enfant soit compétent en une notion avant de passer à une autre notion. Et je ne suis pas obligé de constater que mes enfants ont été compétents au même moment, ce qui n'est même pas possible. Comme moi, je suis professeur de français, imaginons que pour une année, j'ai enseigné la narration, l'argumentation, et là je me situe en 3e, et peut-être quelque part la description. Je suis en train d'enseigner la narration. Je me rends compte que sur 20 élèves, il y a 2 qui ont fait preuve de leur compétence, parce qu'il faut de la maîtrise, ils ont maîtrisé le sujet. Effectivement, je les fais passer à autre chose, au 2e sujet. Entre-temps, les 18 qui n'ont pas faire preuve de maîtrise, parce que faire preuve de maîtrise ici c'est approximatif, ça peut être insuffisant, ça peut être non acquis, ça peut être. Je reviens sur eux parce que l'approche par les compétences va de pair avec ce qu'on appelle l'apprentissage personnalisé. L'enseignant que je suis suit ses élèves en fonction de leurs difficultés personnelles. Vous voyez déjà que là on pose plusieurs problèmes. Est-ce que l'enseignant a le temps? Est-ce que nos établissements ont assez de salles de classe pour prendre des effectifs relativement acceptables? Question de donner la possibilité de faire ce travail. Et il y a une dimension matérielle, parce qu'il me faut un certain nombre de conditions logistiques et même financières, puisqu'il y a des excursions. Je peux décider de prendre mes élèves, je vais leur montrer quelque chose à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils regardent un peu des histoires qui se déroulent en route et qu'ils me racontent. Je ne les porte pas sur ma tête. Donc il y a un certain nombre de conditionnalités qui ne sont pas réunies au moment où nous parlons et qui font qu'on ne peut pas faire la pédagogie par les compétences. Vous voyez? Donc, l'implémentation de la pédagogie par les compétences que nous faisons chez nous, au Cameroun, est une, à mon avis, approximation, mais une approximation dangereuse. Et dangereuse, pourquoi? Dangereuse parce qu'elle produit un effet pervers. Et l'effet pervers, c'est quoi? Un amenuisement des contenus, un amenuisement des sujets, un assouplissement assez extraordinaire dans la correction. Et tous ces facteurs conjugués font que vous voyez passer en classe supérieure des élèves qui ne méritent pas. Je dis bien, c'est un problème technique. Il ne faut pas que le problème soit... les gens essayent de un problème technique issu d'un choix politique. Voilà, j'en venais. Un pays où les gens vont ramasser des systèmes et viennent coller ça à un pays et sans que ça ne colle au contexte. Allez-y. Et puis... Vous attendiez par ce que je dis, ce qu'ils sont en train de dire là. Je dis que vous avez même déjà tout dit. Donc je veux dire qu'en réalité, le choix... Bon, vous êtes libre de... Allez-y. Ça ne s'y prend pas. En fait, le choix, il faut qu'on essaye de faire un choix pédagogique qui cadre avec notre environnement. Il a dit tout à l'heure, l'école, vraiment des années 40, l'école... Non, l'objectif de l'école, et ça nous vient de ceux chez qui nous prenons tout. L'école a pour objectif de transformer l'environnement dans lequel elle se fait. D'accord? Si j'envoie les enfants à l'école, j'envoie ces enfants à l'école, pas pour qu'ils reviennent réciter, mais pour qu'ils soient capables de réinvestir ce qu'ils auront appris comme connaissance dans et voilà, pour améliorer le lieu dans lequel ils vivent. Vous voyez? Et de ce point de vue-là, je veux saluer ici un de mes professeurs à l'école normale supérieure, un professeur d'andragogie, le professeur Ntebe Bomba, qui nous disait déjà à l'époque que l'école que nous étions en train de faire, et à l'époque ce n'était pas l'APC, c'était la PPO, donc la PPO, les contenus, les enseignements, pour le moment il y avait de la substance,
Il nous disait que l'école camerounaise est l'école de la poule mouillée. Pourquoi il disait la poule mouillée? Le professeur Ntebe estimait que les produits de notre école ne sont pas capables de créer. Vous voyez? Et du coup, nous répondions quoi? À titre personnel, quand je faisais mon mémoire de fin de sortie d'école, qu'est-ce que j'avais proposé? J'avais proposé que on essaye de faire de nos systèmes éducatifs ce que sont les systèmes éducatifs des pays développés. C'est-à-dire quoi? À l'époque, vous alliez en France, vous trouvez par exemple 5 000, 6 000 lycées, et quand vous essayez de les distribuer entre le technique et le privé, vous vous rendiez compte que la majeure partie était dans le technique, dans les secteurs productifs, et il y avait très peu d'établissements d'enseignement en général. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a des lycées agricoles, lycées maritimes, lycées tel, et j'avais proposé ça dans mon mémoire, et je leur disais alors que pour qu'on essaye de tirer notre société vers le haut, il faut qu'on ait une école qui produit. Quand l'école ne produit pas, on se retrouve dans les situations où nous sommes. Et c'est le cas du Cameroun, c'est le cas de la plupart des pays africains francophones, y compris même anglo-saxons. Parce que les Africains n'ont pas compris quoi. On n'a pas compris que le développement vient de l'école. Vous voyez, le développement vient de l'école. Ce que je dis, nos adversaires ou ceux qui ont des relents politiques viendront nous dire oui, il est en train de connaître qu'il dit ici ou ça. Je ne suis pas là. Et dès ma première prise de parole, j'ai tenu à vous dire que c'est l'enseignant qui est sur le plateau. Et je souhaite vraiment discuter avec d'autres enseignants, pas discuter avec des gens qui vont venir me dire que non, le système a échoué. Parce que dans ce que je dis, vous voyez la responsabilité du système. Vous voyez. Et les acteurs politiques dont vous parlez, les pouvoirs publics, députés, ils ne peuvent ne pas être responsables. Tous les membres de la communauté éducative sont responsables. Mais ce qui serait bien, voilà, ce qui serait bien, non, ce qui serait bien, on discute ici pour trouver des solutions. Ce qui serait bien dans ce genre de discussion, c'est de faire des propositions qui, pour moi, à l'immédiat, voilà, doivent pouvoir nous permettre d'endiguer un peu, parce que ce qui se passe est très grave. Et je sors par cette proposition-là, pour moi, la première proposition serait que dès septembre prochain, qu'on nous retire cette affaire d'APC. Vous êtes allé un peu vite en besogne parce qu'on aura la phase de propositions. Oui. Donc je dis qu'on nous retire cette pédagogie par les compétences, qu'on revienne déjà, on la retire. Vous avez compris les raisons que j'ai données tout à l'heure pour démontrer qu'elle est impossible dans notre contexte. On a une proposition tout à l'heure. Une pédagogie de base. Mais il faut déjà dégager, je veux dire, quand on dégage les responsabilités, il est clair que chacun prendra pour son grade. Alors, honorable, vous, on en était à examiner la qualité de l'éducation. Oui, monsieur Tongo. Mon collègue, monsieur Yves Bama, a parlé, il a même dit beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses d'ailleurs. Mais tout cela est résumé en un mot. Nous avons échoué dans ce pays. Vous ne pouvez pas dire que les APC qu'on implémente depuis quelques années, c'est un échec. Parce que la vérité est sortie maintenant. Vous aurez dû dire ça depuis quelques années. On aurait arrêté tous ces séminaires qui ont coûté des milliards de francs aux contribuables pour faire ceci, APC par-ci. Je pense que le fait d'aller prendre des systèmes et venir les coller au Cameroun, c'est ça le problème. Nous ne faisons pas un travail de forme. Nous avons dit qu'un pays comme le nôtre doit faire les états généraux de l'éducation, revoir le système éducatif de notre pays et adapter le système éducatif au contexte camerounais. Nous sommes un pays en voie de développement avec des besoins spécifiques. Le système qui était là avant était un système colonial qui avait besoin d'administrateurs. Maintenant, on en a suffisamment. On a besoin des bâtisseurs. Maintenant, il faut revoir le système éducatif de fond en comble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail que les gens partent en Europe, ils copient le programme, je ne sais pas moi de quel pays, ils viennent coller ça au Cameroun, et puis ils prennent des séminaires qui coûtent des milliards de francs, et ils disent que APC a fait ceci. Maintenant, quand il y a évaluation, on dit non, ce n'est pas le système APC qui est en lui-même le problème. Le problème, c'est les dirigeants de ce pays qui ne prennent pas au sérieux le travail qui est le leur. Éduquer le peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Bien éduquer les Camerounais, faire de les bâtisseurs pour qu'on soit dessous le développement. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la politique appliquée dans ce pays est une politique de l'autruche. On a des résultats qui sont là. 37% pour l'enseignement général. Monsieur Yves a dit tout à l'heure que l'enseignement privé a la majorité des élèves. Je ne sais même pas là où il a pris ses statistiques. Non, mais faites marcher votre bon sens. Douala,
Faites marcher et votre bon Yaoundé, sens. quand on prend le reste du pays qui c'est le public. Il n'y a que les lycées qui sont là. C'est une évidence. Ouais. Donc les résultats qui sont venus du fin fond du Cameroun reflètent la réalité. Et c'est là-bas où il y a eu les néants partout. Il y a dans tous les combien d'élèves au fin fond du Je Cameroun? dis, nous sommes là. Je ne sais pas là où tu as pris tes statistiques. Si on enlève les quelques établissements publics qui y a à Douala, partout c'est le privé. Dans tout le BAP c'est le public qui est là-bas. Et là-bas, les résultats étaient comme ça. Le problème, c'est que cette année-ci, on a évalué et on a dit qu'on prenait à 10. C'est tout. Les enfants n'ont pas pu avoir 10. Ce qui n'est que normal. Et ce qui n'est que normal. Ne parle pas de ces choses. Je vous ai laissé dire n'importe quoi. Maintenant, vous êtes en train de dire... Je vous ai vu avec un stylo une feuille tout à l'heure. Oui. Non, vous ne m'avez pas donné, je suis venu avec. Oui, je vous ai vu avec un stylo. Je ne sais pas là où M. Yves a pris ces statistiques, mais je dis encore que le public, c'est le public qui contrôle l'éducation. La mission régalienne de l'État, c'est d'éduquer. Le privé ne saurait être responsable de la bonne qualité de l'éducation dans un pays. Non. Le privé, ce sont des structures d'appui à l'éducation. L'État doit prendre sa mission au sérieux, c'est-à-dire éduquer les Camerounais. Donc, sort-nous cette loi-là. Donc, je suis en train de dire, et j'insiste là-dessus, nous avons un réel problème dans ce pays. Le système éducatif, il est mauvais, on le sait, mais ce n'est pas le système éducatif qui a fait en sorte que les élèves échouent, parce qu'ils ont été évalués dans leur mauvais système éducatif. Il était question qu'ils réussissent dans ce mauvais système éducatif. C'est là la question. Les élèves ont échoué dans un système éducatif qui est déjà mauvais. On le sait. Maintenant, pourquoi ils ont échoué dans ce mauvais système éducatif? Parce qu'on a évalué à la normale. On a dit que cette fois-ci, on prend 10. Maintenant, l'échec est à l'enseignement en général. Parce que selon M. Omar, il y a eu les APC. Et que les APC sont mauvais, on doit les éliminer dès la rentrée. L'approche par compétence est une bonne approche si on sait l'appliquer dans un domaine précis. Faire former les élèves de telle façon que les élèves puissent être prêts à l'emploi, c'est l'objectif des APC. Approche par compétence, ça veut dire qu'à chaque thème, on doit avoir une compétence. L'élève doit avoir un savoir-faire, un savoir-faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est plus question de donner des savoirs savants aux élèves et de remplir les cahiers avec l'approche précédente. On a donc estimé que l'approche par compétence est une approche où il est question de donner des savoir-faire et des savoir-faire aux enfants par thème d'études. Mais le problème, c'est qu'il y a encore des enseignants qui ne comprennent pas que les savoir-faire, c'est important. Ils veulent toujours rester dans les savoirs savants et ils estiment que le dosage des savoir-faire est léger. C'est normal que le dosage des savoir-faire soit léger parce que les enfants doivent passer le temps dans les travaux pratiques, ils doivent passer le temps dans les ateliers, dans les excursions et dans d'autres systèmes d'observation qui comme des visites et autres. Le système de savoir savant doit s'alléger. Et les APC, si on les applique dans un contexte où on a des ateliers équipés, c'est le meilleur système qui soit. Le problème dans ce pays, M. Tonga, c'est que les ateliers, on n'en a pas. Pourquoi on n'a pas des ateliers? Pourquoi on n'a pas de laboratoire dans le lycée d'enseignement général? La série C, la série D, ils ont besoin de laboratoires de chimie équipés. Pourquoi on n'en a pas? Parce que l'État a supprimé les budgets d'équipement des lycées techniques et des lycées d'enseignement général. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont plus de budget pour pouvoir équiper les ateliers. Par conséquent, l'APC ne peut pas s'appliquer. Vous allez amener les enfants faire les tests de chimie où? Dans une classe de première D, quand il y a 0 laboratoire dans les lycées. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question qu'à l'Assemblée nationale, les députés réétudient cette question et que les budgets d'équipement soient restaurés dans les établissements. Maintenant, donc, l'école fonctionne comme vous connaissez. Il n'y a pas de budget quelque part. Il n'y a que l'APEE. Et l'APEE, vous tous vous connaissez ce que c'est. L'État, l'école n'a plus d'argent. On va appliquer les APC comment? Ce n'est pas le système APC qui est mauvais. C'est parce qu'il n'y a pas les structures d'encadrement pour qu'on puisse appliquer ce système. C'est ça qui est fait problème dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on dit que ce pays va d'échec en échec. Vous ne pouvez pas vouloir faire des enfants qui puissent avoir les savoir-faire. Vous ne leur donnez pas des bibliothèques comment? Ils n'ont pas des salles de lecture. Ils vont faire la littérature comment? Ils n'ont pas des cadres d'expression pratique. Et vous dites qu'on supprime ça à la rentrée. Un système qui est censé nous sortir de la pauvreté. C'est au lieu d'améliorer, d'étudier ce qu'il faut faire, de mettre les budgets dans les lycées, d'équiper les lycées des ateliers et des laboratoires, vous dites qu'on supprime. On va s'en sortir comment? Nous rentrons alors dans les savoirs savants qui vont nous faire avoir des gros cahiers comme ça, les têtes bien faites.
ou bien les têtes bien pleines. Nous avons le système des APC, c'est le système des têtes bien faites. Parce qu'on estime qu'on a eu trop de têtes bien faites. Les élèves sont bien faites au Mais à qui la faute? Pourquoi c'est pas bien fait? Parce que nous n'avons pas d'établissement équipé. C'est de ça qu'il s'agit. Quel est l'établissement au Cameroun qui a un laboratoire, ne serait-ce qu'un seul laboratoire, même de chimie? Vous mettez les effectifs où, madame? Il n'y a pas un problème d'effectifs quand l'établissement a des effectifs à 50. Oui, que j'ai pris dans le site de l'Éducation nationale de France. L'effectif c'est 50. Et 50, nous pouvons très bien gérer les ateliers de 50. Les effectifs sont limités. Et il y a tellement d'établissements en création, tellement créés, que dispatcher les effectifs dans un pays sérieux, ça ne devrait pas dépasser le Cameroun. Nous pouvons très bien le faire. Dans tous les lycées ici, les laboratoires de chimie peuvent se mettre, on peut les mettre, on a les moyens pour ça. Tout cet argent qu'on dilapide partout, si on investit ça dans l'école, l'école devait se lever. Nous sommes dans un pays où on a tout retiré à l'école. Et c'est l'État qui tue l'école. Ce n'est pas les problèmes des élèves, ce n'est même pas le problème du système. Le problème, c'est cet État qui ne met pas les moyens suffisants pour que l'éducation puisse être donnée à nos enfants. Maintenant, on dit que les enfants échouent. Les enfants doivent même échouer. Non. Parce que le système ne donne pas. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que cela n'arrive plus, pour qu'on n'écrit plus l'année prochaine? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ce sont ces solutions-là que nous devons proposer en sortant de cette émission. Ce n'est pas pour dire que l'État est bien et que nos enfants n'ont pas appris. Non, c'est mal pensé. Nos enfants sont des génies. Nous avons des enfants qui sont tellement bien dans ce pays en termes de quotient intellectuel. Comment dire que nos enfants n'ont pas pu avoir 10 de moyenne dans des séries littéraires ou dans des séries scientifiques? Ça n'a pas de sens. Vous aurez pu donner une réponse technique à ça, mais vous voulez faire la politique. Non, ce n'est pas un problème de politique. Mais nous allons y en revenir. De toutes les façons, nous sommes ici pour proposer des solutions. Et on va arriver à ces solutions tout à l'heure. Alors, Guy Savigny, sur l'analyse que vous faites donc, de la qualité de l'éducation. Déjà, nous, à l'ADP, nous avons fait une sorte de brainstorming en tant que parents. Parce que affectés comme presque nous tous par ces résultats. Parce que pour beaucoup, après avoir investi des sommes colossales pour une année scolaire, on doit revenir encore là-dessus pour n'ayant même pas de garantie que la prochaine fois sera forcément la meilleure. Et il faudrait quand même aussi relever que pendant que le niveau d'ensemble est médiocre, il y a quand même des établissements qui ont réussi à faire du 100%. Donc, il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas que deux. Il y a quand même un certain nombre d'établissements qui, même si c'est qu'ils s'avèrent à l'exploitation que ce sont des établissements privés pour l'essentiel qu'on pourrait dire entre guillemets de prestige. Entièrement. Voilà, de prestige en quelque sorte. Donc, c'est pour dire que c'est possible. En fait, ce que je retiens, c'est que c'est possible de faire mieux. Alors, moi, je pense que l'hypocrisie dont nous parlons ici, je suis étonné. En fait, nous nous étonnons au cours du brainstorming, comme je disais tout à l'heure, nous nous étonnons de savoir que aujourd'hui, il y a comme une sorte de réveil, que les gens se réveillent subitement pour dire mais les enfants ont échoué. Alors que tout au long de l'année scolaire, les enseignants qui ont accompagné les enfants ont vu le niveau, comment est-ce qu'ils ont pu l'évaluer et voir que, qu'ils ne sont pas dans la fourchette. Tout au long de l'année, on n'a pas besoin d'attendre le bac pour savoir que l'élève est médiocre, est mauvais. Nous avons des enfants qui sont dans certains établissements où, après le deuxième trimestre, les parents sont convoqués pour vous dire, monsieur, il faut, nous, à l'école, on va essayer de faire le maximum, mais également de votre côté, il faut bouger. Il faut vous lever, il faut suivre l'enfant, il faut que les efforts soient conjugués. Donc, que ce soit au niveau public ou au niveau privé, il y a quand même un ensemble de mécanismes que le système a mis en place pour permettre qu'on puisse évaluer de façon permanente ou alors de façon continue l'enfant et qu'on est capable de dire à peu près la fourchette des personnes qui ont le niveau avant même que le bac ne vienne confirmer cette hypothèse. Donc tout au long de l'année, on a eu des enseignants, des encadreurs qui ont laissé pourrir la situation. C'est ça le problème, c'est à ce niveau que je parle d'hypocrisie. Et aujourd'hui, on se réveille et on parle d'approche par compétence ou alors du système qui n'est pas adapté. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un système de pourriture qui s'est installé. Bon, peut-être parce qu'avec la consolation que, après, il y aura la délibération et puis peut-être on va descendre à 6 ou à 7 ou à 8 ou je ne sais pas trop quoi. Mais est-ce que demander à un enfant d'avoir 10 sur 20 à un examen, c'est trop lui demander? Et au contraire, lorsque nous voyons un peu, monsieur Dipita, le contraste qu'il y a entre les résultats scolaires et la performance des enfants à la maison, moi je dis, en tant que parent, je suis choqué. Comment à la maison, la performance? Je rappelle encore, aujourd'hui nous avons des enfants qui sont très intelligents. Vraiment qui sont très intelligents par rapport à notre génération.
moi j'ai l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, les enfants, l'école aujourd'hui, bon, peut-être que vous êtes enseignant de français et que vous êtes plus choqué de savoir... Il y a un enseignant de maths à côté de moi. Excusez-moi, j'en viens. Vous êtes peut-être choqué de savoir que, parce que j'insiste sur le français parce que ce sont les matières littéraires en fait, qui ont tiré le pourcentage vers le bas. Oui. Ce sont les matières littéraires, ce sont les séries littéraires qui ont tiré le pourcentage vers le bas. Parce que si on s'en tient simplement, si on pouvait isoler ce baccalauréat d'enseignement général en littérature et puis en sciences et autres, ben, on serait pas aussi inquiet que ça. Excusez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'on serait dans une fourchette acceptable de l'ordre de 50% en moyenne. Si c'est que je m'en tiens aux statistiques, donc 47 à 52-55% à peu près. Mais la catastrophe vient du fait de 6% des bacs littéraires, aussi bien espagnols qu'allemands, qui ont tiré la moyenne drastiquement vers le bas. Bon, moi je dis encore que pour revenir à mon développement, je pense qu'aujourd'hui les enfants sont hyper intelligents. Les enfants s'adaptent aujourd'hui. Peut-être que pendant que vous mettez un accent sur les détails de conjugaison, ou alors peut-être sur une résolution d'équations. Mais aujourd'hui, les enfants sont plus pragmatiques avec des questions environnementales, avec des questions technologiques, ils sont plus à l'aise. Quel est le parent? Nous sommes tous parents autour de la table, je suppose. Quel est le parent qui n'a pas été dépanné par un enfant lorsqu'il a une incompréhension, peut-être pour démarrer un ordinateur, bien pour un logiciel qui n'arrive pas à fonctionner à la maison? Mais est-ce que nous, à notre époque, on était capable de le faire? Moi, je trouve que nos enfants sont intelligents. Nos enfants, ils ont une sorte de curiosité, mais que l'école ou alors les enseignants ou les apprenants, que les enseignants devaient capitaliser, que le système doit capitaliser. Bon, maintenant, je dis donc, il y a donc, cette fuite en avant vient du fait qu'on nous a promis des conseils d'orientation. Mais la catastrophe, en fait, la conséquence, ou alors ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que c'est tous ceux qu'on n'a pas pu envoyer en C, mais qui finissent en A. Lorsqu'on va en seconde, lorsqu'après... Et voilà l'argument technique que je m'attendais à ce que le prof donne. Ce que je dis, c'est la toi de me donner les arguments que je dois donner. Elle essaie de justifier. C'est pas toi de me dire ce que j'ai à dire. Voilà, lui n'est pas enseignant, c'est lui qui donne l'argument. Un débat sur un tour. Vous avez donné des arguments. C'est comme ça. Elle ne dit pas aux gens ce que les gens doivent dire. Non, je salue la raison technique que lui donne, alors qu'il n'est pas technique. Non, ce n'est pas toi qui es le juge. Si elle ne donne pas les arguments qu'elle a donnés, nous, on les prendra où? On saura qu'ils existent comment. Monsieur Dipita, si vous permettez, je vous dis, je n'ai pas un problème avec la dame. Je dis que je salue l'argument technique que le non-enseignant donne pour expliquer la faiblesse des élèves de A, parce qu'ils sont effectivement les plus faibles. Non, qui a dit que les élèves... Il était bon qu'un enseignant donne. Mais pourquoi vous ne l'avez pas donné? Vous ne m'avez pas donné cette occasion. Ah bon? Vous ne m'avez pas posé la question. Plus de 30 minutes. Vous ne m'avez pas posé la question. Mais je vais revenir là-dessus. On perd le temps pour rien. Disons que ces arguments valent également leur pesant d'or. Je vous laisse poursuivre. D'accord, merci bien. Donc, j'étais simplement en train de vouloir développer le fait que les conseillers d'orientation, à un moment donné, surtout après la classe de 3e, doivent nous aider un peu plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. La conséquence, c'est que quoi? Automatiquement, lorsque vous avez des notes scientifiques qui sont honorables ou alors qui sont moyennes, on vous envoie en seconde C. Et puis, tous ceux qui ne... Allez, la grande masse qui ne rentrent pas dans ce moule sont automatiquement déviés vers la seconde A. Alors, après même, c'est-à-dire qu'au-delà du bac, la bonne question serait de savoir, un pays comme le Cameroun, on fait quoi avec 6 000 licenciés en droit, par exemple? La vraie question, c'est celle de savoir ceux qui n'ont donc pas cette bonne moyenne en matière scientifique, on devrait les orienter. Mais il n'y a pas que les littéraires et puis les scientifiques. Il n'y a pas que les littéraires comme scientifiques. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde... bon, écoutez, moi, par exemple, lorsque je regarde le programme académique de mon enfant qui est, par exemple, à l'étranger, ils ont 3 fois plus de possibilités de formation ou de spécialisation que ce que même les universités ou alors pour ne on se comprend, d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Et je dis, pour me résumer, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que les enseignants, pour moi, ils devraient avoir un peu comme des signaux. Nous, on dit, je suis un ingénieur d'abord, et on dit chez nous des points d'arrêt. Lorsqu'on a un projet, c'est quand vous démarrez la fondation, c'est pas quand vous allez tourner que vous allez vous rendre compte qu'il y a des fissures. Il y a des points d'arrêt, il y a des points essentiels sur lesquels on évalue et on est capable de vous dire, moi lorsque j'ai rencontré les encadreurs de mes enfants, à la fin du 2e trimestre, 3e trimestre entrant, ils vous disent si oui ou non
on peut compter sur cet enfant. Après, il y a un ensemble d'encadrement à la maison et autres, mais déjà, il est dans le fuseau ou pas. Et puis le plus souvent, ben voilà. On envoie les Bonjour, une brèche. On envoie les bulletins aux enfants, aux parents chaque trimestre. Mais la question n'est pas le bulletin. La question n'est pas parce que c'est pas le parent. Le parent ne peut qu'aider à réviser ce qu'on a fait à l'école. D'accord? Mais lorsque, je prends un exemple simple, j'ai des enfants qui sont ou alors autour de moi. Moi, mes enfants sont essentiellement dans le privé, mais il y en a également autour de moi qui sont dans le public. Alors que je me rends compte qu'au bout du deuxième trimestre, celui qui est au privé a terminé à 100% son programme. J'ai dit bien 100%. Toutes les matières, 100% du programme est terminé. Et que au début, le troisième trimestre dit qu'un mois, c'est un ensemble de révision, de travaux dirigés, je ne sais pas trop quoi. Pendant qu'au public, excusez-moi, il y a encore au moins un tiers du programme qui n'est pas encore couvert. D'accord. Je voudrais qu'on ouvre une brèche pour poursuivre le débat avec cette contribution d'un téléspectateur parlant des motivations qui demande que sont devenus les tableaux d'honneur dans les établissements publics, que sont devenues les bourses. Après l'obtention d'un diplôme, pourquoi attendre des années pour avoir l'original? Les cours de vacances existent-ils encore? Il y avait aussi les colonies de vacances qui motivaient le vivre ensemble des élèves de différents établissements scolaires. Est-ce qu'il y a une pertinence à ces questions-là? Parole à qui veut la prendre? Je vais peut-être me risquer. Oui. Oui, je dis les cours de vacances existent toujours. Ou alors certains les transforment en cours de remise de niveau. Mais moi, je pense que, et notamment nous à l'ADP, nous pensons que les vacances, c'est pour permettre à l'enfant de faire autre chose que ce qu'il fait pendant les 9 mois. Je suis d'accord pour que les enfants soient utilement occupés pendant les classes, les vacances, mais pas pour rentrer faire une remise à niveau de mathématiques ou bien de physique ou de français. Parce que pendant les 9 mois, ils ont largement du temps, aussi bien encadré à l'école, par les répétiteurs, par les parents, pour y arriver. Donc, c'est l'occasion des 3 mois de mettre, de mettre des mécanismes qui permettent à l'enfant d'avoir d'autres capacités, on va dire extra-scolaires, et qui vont les aider plus tard dans la vie active. Bon, maintenant, pour ce qui est la question aussi, excusez-moi, je ne vais pas m'opposer la parole, mais ça. Par rapport aux bourses, ou alors aux bourses et autres là, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des systèmes de bourses, pas forcément dans l'enseignement public, mais des systèmes de bourses incitatifs, pas forcément par rapport pour pousser l'enfant à être meilleur, mais parce qu'on veut que l'année qui suit, les enfants, déjà dans la pension de l'année qui suit, on vous enlève 10% ou 20%. Donc c'est en fait pour t'y attirer et non pas pour pousser à l'excellence. Par rapport au cours de vacances, oui. Disons que, comme le dit Guy Savigny, le président de l'ADP, les vacances ne sont peut-être pas toujours, ne doivent pas toujours être consacrées aux cours qu'on a fait, mais je pense que sur d'autres cieux, on exploite aussi des vacances pour des sessions de rattrapage. C'est pour ça que je dis que le pays n'est pas organisé. Vous comprenez, tous les enfants ne vont pas au même rythme dans une année. Et dans un système bien organisé, il y a des sessions de rattrapage. Et certains enfants doivent être remis à niveau pendant les vacances. Pas tout le monde. Donc, pendant l'année, dans un système où l'échec doit être diminué, parce qu'il a dit tout à l'heure que 50% de réussite, c'était même bien. Je dis même que 50% de réussite, c'est même mauvais. Dans des pays qu'on convoite, on réussit l'examen à 99%. Le RDPC gagne les élections à 100%. Ils doivent comprendre qu'on peut également réussir à 100%. Pourquoi est-ce que la réussite à 100% est un problème? Donc, je reviens pour dire que... Sauf que moi, je me bats. Je reviens à cela pour dire, M. Tonga, que dans un système bien organisé, on aurait prévu quand même dans cette brèche-là, de cours de vacances dans les établissements. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les établissements n'ont pas les moyens de fonctionnement déjà. Comment est-ce qu'ils organiseraient donc les cours de vacances? Oui, je voulais dire quelque chose parce que j'entends des choses vraiment assez extraordinaires ici. Et je vois que le parent ou le président de l'ADP sur des questions ces questions-là a tendance à même donner des leçons aux enseignants. Et je salue ça, je salue ça parce que je voudrais dire vraiment, Rodrigue, si moi j'avais la possibilité de décider d'un certain nombre de choses sur le plan de l'éducation au Cameroun, je déciderais par exemple qu'on ferme la série A. Pourquoi, Rodrigue, monsieur le député, pourquoi? Parce que, comme il a si bien dit, ce sont des élèves en situation difficile, incapables d'accéder aux séries scientifiques qu'on prend et on oriente vers les séries littéraires. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi.
Monsieur le Président, excuse-moi de te tutoyer. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quand tu dis que... Tout au moins par respect pour les téléspectateurs, on va se revoyer. D'accord. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quand vous dites que, en fait, ce sont les conseillers d'orientation qui doivent aider. Cher Président, dans ce pays, quand les parents envoient leurs enfants à l'école, ils ont déjà décidé de ce que leurs enfants vont faire. Les vrais conseillers d'orientation des élèves au Cameroun, ce sont leurs parents. Vous voyez un enfant, vous regardez son bulletin, vous voyez son potentiel, vous vous rendez compte que série scientifique, il n'a aucun potentiel, mais son père vous dit que lui, il a rêvé que son fils sera médecin. Il faut que son fils aille faire ci, même s'il n'a pas le potentiel. Et la conséquence, c'est quoi? Il réussit au BPC dans les conditions que nous connaissons tous et que certains collègues trouvent très bonnes. Et je suis surpris parce que la dame est la première collègue que j'entends défendre vraiment ces conditions de réussite là. Donc il réussit, il va en seconde. Et en seconde, il échoue. Il n'a pas son entrée en première, mais le parent a mis dans sa tête qu'on ne redouble pas la seconde. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour dans un collège privé, on se retrouve en première, et c'est à partir de là que les problèmes commencent. Si on essaye, monsieur le député, si on essaye de politiser cette affaire, je vous assure, on va arriver à une situation où on vous dira que le système éducatif camerounais n'a été mauvais qu'en 2011, parce que là, on avait, je pense, c'était 39%. Il a encore été mauvais en 2019, parce qu'on avait 47%. Il a encore été mauvais, quelle autre année là, peut-être dans les années 95. Parce en 95 déjà. Oui, permettez, on avait 14-15%. Et on va dire que là où on a atteint les scores soviétiques, 75, 73, 66%, on dira que c'était bon. Parce que si, tel que le débat est orienté ce soir, et je parle de la question de départ, tel que le débat est orienté, c'est comme si on est en train de vouloir dire que on a des problèmes, le système est mauvais aujourd'hui, simplement parce que les élèves ont échoué. Oh, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je n'ai pas fini. personne l'a dit. Non, je n'ai pas fini. Personne n'a dit ça. Je n'ai pas fini. Je dis, non, vous ne dites pas personne ne l'a dit. Parce que tout à l'heure, Monsieur Abama, on ne peut ne pas politiser. Vous avez dit, parce qu'à un moment donné, c'est politique. Vous avez dit, non, s'il vous plaît, permettez. Vous avez dit tout à l'heure que, en réalité, cet échec, vous avez pris l'image d'un parent. Vous dites, les enfants ne peuvent pas échouer, et le parent dit que ce n'est pas lui le responsable. Dans une maison. Voilà, voilà. Et je vous ai cité tout à l'heure l'article, je ne sais pas si je l'ai cité, l'article 32 de la loi d'orientation de 98 qui définit ce que c'est que la communauté éducative. Et là, même vous, monsieur le député, je vais vous attaquer. Quand je dis vous, ce sont le milieu socio-professionnel. L'article 32 de la loi d'orientation de 98 énumère les membres de la communauté éducative, enseignants, encadreurs, donc membres de l'administration, élèves, parents, collectivités territoriales décentralisées, donc l'État. Voilà. Et on dit partenaires sociaux. Vous comprenez? On est dans une logique de tous coupables. Je dis que même l'État, il y a les choses que l'État doit faire. Vous comprenez? Dire que l'État doit faire un certain nombre de choses, c'est pas jouer la carte politique. Voilà. D'accord? Mais quand vous venez nous dire, si vous venez nous dire c'est l'échec du système, c'est le RDPC, je peux me réfugier aussi derrière les statistiques soviétiques et vous dire que non. En 75, en 2023, on a eu 75, on a eu donc, le RDPC a bien travaillé. Non, faisons un débat technique, un débat d'enseignants. D'accord. Voilà. J'aimerais juste dire à M. Abama qu'on ne peut ne pas politiser parce qu'on est dans un pays où c'est le gouvernement qui désigne la ligne à suivre. Moi, enseignant de mathématiques, je ne peux pas décider que l'année prochaine, en première D, c'est ça que j'enseigne. Non. Il y a bien une note qui va venir du ministère avec un livre au programme que je vais utiliser, un livre au programme que je vais utiliser avec des contenus que je vais enseigner. On me dit même que sur tel chapitre, voilà ce que tu dois enseigner et voilà ce que tu ne dois pas enseigner. Et parmi les méthodes, il y a 3 méthodes pour résoudre tel exercice. Enseigne telle méthode et telle autre méthode et laisse l'autre méthode. Ça veut dire que c'est l'État qui décide. Et nous, on ne peut pas, ils ne peuvent pas nous demander de faire un certain nombre de choses. Et lorsqu'on a fait ce qu'ils ont demandé, parce que si je peux m'accuser, je peux dire que j'ai échoué lorsque je n'ai pas fait ce qu'on m'a demandé de faire. Mais lorsque j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, alors on ne peut plus m'accuser. Lui, monsieur, vous êtes ingénieur. C'est pas parce que tant que vous avez fait votre projet et dit à l'ouvrier, voilà ce que vous devez faire. Si l'ouvrier fait exactement ce que vous lui avez demandé, c'est pas l'ouvrier qui a échoué, c'est vous l'ingénieur qui avez échoué. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Donc quand
l'État nous envoie sur le terrain et nous dit allez faire telle chose. Déjà que l'État ne nous donne pas les moyens de le faire. Parce que quand vous laissez un enseignant affamé, vous ne lui avez pas donné les moyens de faire son travail. Et lorsque le parent vient aussi avec ses projets, chaque parent, comme il l'a dit, a les projets pour son enfant. Ça veut dire que vous êtes en train de dire aux parents que l'enfant s'il doit aller en seconde A. Mais après un an, vous voyez le même enfant qui est revenu en terminale qui est revenu en première. Parce que comme vous avez réussi à mettre l'élève en seconde C, il est allé faire un an au collège. L'année qui suit, il revient parce qu'il allait avoir des bonnes notes parfois dans des collèges qui ne sont pas très fiables, où ils viennent ayant peut-être 13 de moyens en seconde C, il vous dit je vais faire la première C. C'est cet enfant que vous allez avoir toutes les difficultés avec l'enfant parce que vous ne pouvez pas, il ne sera pas au niveau des autres enfants qui ont fait la première C avec le bon niveau. Il veut dire la seconde c'est avec le bon niveau. Et maintenant, quand on veut parler de bourse, on peut plus parler de bourse, on ne peut plus réellement parler de bourse dans le contexte camerounais. Parce que si celui qui parle de bourse, il sous-entend permettre aux Camerounais d'aller à l'étranger étudier, je pense qu'il y a déjà assez de Camerounais qui partent dans d'autres pays étudier. Et il y a déjà des écoles. Parce qu'on donne une bourse pour une école qu'on n'a pas. Alors on ne va pas dire... Même des bourses locales. On parle déjà des bourses locales secondaires. Des bourses secondaires. Il y en avait pour inciter les enfants à l'excellence. Dans ce cas, ce sont des choses... Et elles sont passées où? Ce sont des choses qu'on devrait mettre sur pied. Elles ont été converties en budget de campagne? Non, c'est forcément, ça rejoint ce que je disais tantôt, l'enseignant ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire. Si un budget avait été alloué à l'établissement pour faire les bourses, forcément les enseignants devraient remettre les bourses aux élèves. Est-ce que c'est aux enseignants de remettre les bourses aux élèves? Non. Je pense pas. Les enseignants doivent au moins établir la liste des enfants qui méritent les bourses. Et s'il n'y a pas de bourses à donner, vous êtes un partenaire de l'école, vous êtes un partenaire de l'école. Voilà, non, ne demandez plus à qui. Mais non, mais on doit l'État doit faire son travail dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. L'État ne peut pas tout faire. Les bourses, ce n'est pas les autres. L'État ne peut pas tout faire. L'État doit faire ce qu'il doit faire. L'État doit au moins faire ce qu'il doit faire. Il doit au moins faire le minimum. Le minimum de l'État est alors. Je vous ai promis de vous lire la loi, un article de la loi. Nous sommes dans les bourses, je parle de loi. Je vais vous dire ce que votre rapport à vous. L'école, depuis 1998, est devenue la chose de tous. Ce n'est pas c'est ça qui il est même clairement dit que... C'est pas normal. C'est pas normal. La mission régalienne de l'État dans un pays, c'est l'éducation de la population. La compréhension des choses. Faites des analogies. Essayez de voir comment ça se passe dans le monde. Vous allez vous rendre compte que, s'il vous plaît. Donnez-nous un exemple où... Ok, non, je vous donne même 10 exemples. Je vous donne 10 exemples, d'accord? Où l'État ne fait plus rien du tout. D'ailleurs, je ne vais même pas donner 10 exemples. Je vous dis, prenez n'importe quel pays au hasard, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, vous allez vous rendre compte que les parents, je prends 2 cas connus au Cameroun. Vous connaissez le lycée Fustel de Coulanges à Yaoundé? S'il te plaît, je suis en train de donner les exemples. Le lycée Fustel de Coulanges à Yaoundé, vous connaissez Dominique Savio Issa Douala. Allez là-bas, vous allez vous rendre compte que ces lycées ont des associations de parents. D'accord? Lisez, ils sont plus organisés que nous. Prenez leur cahier de charge, s'il te plaît. Dans un système, alors que nous sommes dans un pays où les établissements qui sont dans le fin fond du... Madame, on n'est pas là. On est là. On ne crions pas, comprenons-nous. Je prends cet exemple. Non, je prends cet exemple. Pourquoi? S'il vous plaît, ne crions pas. Vous savez pourquoi je prends cet exemple? Une seconde à vous deux, s'il vous plaît. Je vais revenir là-dessus. Une seconde à vous deux. Une seconde. Non, vous n'avez pas compris. Une seconde à vous deux. Si on va dans ce sens, on sera plus compréhensible. Elle ne veut pas que je parle de ça. Non, une seconde. Voilà. Une seconde, s'il vous plaît. Chacun son tour, argument contre argument, et on avance. D'accord. Je finis là-dessus. Permettez donc que je parle. Donc, je dis que, Monsieur Dipita, je prends cet exemple. Pourquoi? Je prends cet exemple pour montrer que, et vous avez bien fait de dire, ce sont des pays développés. Si même, du côté de ceux qui sont développés, les systèmes qui fonctionnent ici, à Fustel et à Dominique Savio, c'est le même système en France. Si eux, qui ont tout, sollicitent le parent, à plus forte raison, nos États qui ont déjà qui ont des difficultés déjà à satisfaire certaines demandes sociales de base. Ouais, on ne peut pas ne pas appeler à l'aide. On ne peut pas ne pas... Vos exemples Permettez-moi, monsieur Yves. Pardon. Quel est le rôle de la... Prenez le cahier de charge à la parole. Je ne serai pas loin. C'est pas vous qui posez la question, mais prenez... Il y a là-bas ce qu'on appelle les maîtres des parents. Ce sont les anciens que les parents reculent et ils payent.
on ne peut pas refuser que le parent doit intervenir dans le processus de l'enseignement. Maintenant, il faudrait qu'on comprenne qu'il y a des zones où les parents sont extrêmement démunis au point où, même payer, j'étais dans une zone où pour payer l'APE, le sous-préfet est obligé d'aller chez les parents. Et le parent devait donner un rendez-vous que j'aurai le café à telle date. Et à cette date-là, on vient prendre plutôt le café. Parce qu'on sait que même si le parent part déjà vendre le café, avec tous ces autres problèmes, il ne pourra même pas payer l'APE. Alors, quand l'État, il a abandonné en ville parce que les parents ont peut-être un peu plus d'argent et qui ont un peu plus compris le rôle de l'enseignement. Mais lorsqu'on va dans certaines zones reculées où le parent n'arrivait pas à joindre les deux bouts pour nourrir les enfants, vous lui dites que c'est encore lui qui doit payer l'APE pour permettre aux enseignants d'enseigner. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que c'est dans ces zones-là qu'il y a le moins d'enseignants envoyés par l'État. Ça veut dire que c'est dans ces zones-là qu'il y a le plus besoin d'APE. Et sans donc d'identifier les difficultés qu'ont rencontrées les enseignants, les élèves, et qui s'est peut-être jeté les perspectives en termes de solutions pour voir ce qu'il faut faire pour que l'année prochaine et les années à venir, les années d'après, qu'on ne soit plus à se lamenter, à couler des larmes sur les résultats à ces examens. Commençons par les difficultés. Oui, monsieur Tongo. Je le redis encore, et je pense que vous devez déjà l'admettre, la mission régalienne de l'État dans un pays, c'est d'assurer l'éducation, la santé de ses populations. On l'a compris, honorable. Bien. Quand je le dis comme cela, je dis encore une chose. L'école, à l'heure actuelle, n'est supportée pratiquement à aucun niveau par l'État. Je m'excuse d'aller si loin. Je m'excuse d'aller si loin. Vous excusez pas, on est habitué. Donc, je suis en train de dire ceci. Si l'APEE doit porter l'école dans tous les domaines, ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que l'APE porte l'école dans tous les domaines? C'est l'APE qui me paye mon salaire. Oui, en dehors de toi, qui est fonctionnaire, il y a combien de fonctionnaires dans l'arrière-pays? Combien de vacataires l'APE doit payer? L'équipement, l'APE doit payer. Tout le fonctionnement de l'école, c'est l'APE qui porte cela. Je suis par ailleurs président de l'APE. Donc quand vous parlez, moi-même, j'ai été longtemps dans l'APE et je sais très bien de quoi vous parlez. Et je suis dans l'administration scolaire, je sais de quoi je parle. Je suis dans la communauté éducative, je sais de quoi je parle. Je suis en train de dire que les solutions, monsieur... D'abord, les difficultés sont claires. L'État ne fonctionne, l'école ne fonctionne pas. L'école ne fonctionne pas. À part les quelques enseignants fonctionnaires qui sont payés par l'État, et déjà mal payés parce qu'ils font OTS toute l'année, ils n'enseignent pratiquement rien aux enfants parce qu'ils ne sont pas souvent présents. Et dans l'arrière-pays même, ils n'y vont pratiquement pas. Donc je dis déjà que même ces enseignants-là ont de sérieux problèmes pour pouvoir enseigner. L'école ne fonctionne pratiquement pas. Parce que les enseignants déjà ne peuvent pas enseigner comme normalement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont toujours en grève, parce qu'ils ont toujours des problèmes. Donc déjà l'État n'assure même pas ses enseignants. Il n'assume même pas déjà son travail à ce niveau. Maintenant, il y a le fonctionnement de l'établissement. Le budget de fonctionnement de l'établissement vient de qui? Des parents. Avant, je vous le dis, avant, l'État envoyait des budgets de fonctionnement dans les établissements. Ça a été supprimé. Jusqu'à présent, nous nous demandons pourquoi ça a été supprimé. Nous sommes dans les établissements d'enseignement technique où nous avons 22 filières. Les 22 filières ont besoin d'équipements. Nous avons des ateliers vides. Les enfants doivent faire les APC, ils doivent faire les travaux pratiques, qui doit équiper. Nous sommes en train de difficultés, c'est à ce niveau. Nous formons des enfants qui doivent faire les approches par compétences. Nous n'avons pas d'équipement. Et il y a des possibilités que les budgets d'investissement public soient définis dans ces domaines-là, par établissement et par an. Ça doit être pris en compte. On a dit que l'école est décentralisée, que les communautés territoriales décentralisées devaient s'occuper de l'école, en l'occurrence les communes et les communautés. Mais cela n'est pas effectif parce que les communes même disent qu'ils n'ont pas de budget à cela. Voilà 2 ans déjà, les communes n'ont pas soutenu les établissements. Donc l'établissement, l'école ne fonctionne pas. C'est ça. Il y a des difficultés à tous les niveaux. On va citer quoi, on laisse quoi. L'école au Cameroun ne fonctionne vraiment pas. Les parents font ce qu'ils peuvent, mais les parents ne peuvent pas porter l'école. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je pense. Alors, essayons d'identifier donc les réformes potentielles à mener pour améliorer les programmes, la formation des enseignants ou la modernisation des méthodes d'évaluation. Je pense que la première chose à faire, c'est les états généraux de l'éducation.
Okay. Je pense qu'un pays sérieux doit penser à cela. On doit convoquer les États généraux de l'éducation avec les principaux responsables, les syndicalistes et toute la communauté éducative, afin que nous parlions du système éducatif et qu'on revoie de fond en comble, discipline par discipline, ce qu'il y a lieu de faire pour que le programme soit adapté au contexte et que les enseignements puissent permettre qu'on sorte de ce développement dans lequel nous sommes actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Les États généraux de l'éducation doivent être convoqués dans ce pays. D'accord. Mon cher, Voilà. quel programme scolaire pour les enfants, quelle formation pour les enseignants, la modernisation des méthodes d'évaluation? Dit comme ça, ce serait très facile de venir s'asseoir ici et dire que non, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Parce que une seule personne, ni toi ni moi, ou bien... Mais je présume qu'en tant que syndicaliste, en tant que OTS, vous avez fait déjà ce schéma d'analyse et la sortie des propositions. Dès longtemps, je vous ai fait savoir qu'on avait un mauvais système éducatif. D'accord, vous proposez quoi? Je suis très d'accord avec... Bon, je suis d'accord avec M. Abama lorsqu'il dit que l'APC n'est pas adapté à notre système. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut supprimer. Lorsqu'on a implémenté l'APC en 6e, 5e, 4e, 3e, en ce moment, on devrait déjà identifier les problèmes de l'APC et essayer de résoudre. Aujourd'hui, l'APC n'est vraiment pas adapté parce qu'on n'a pas les moyens d'appliquer l'APC. Et on n'a pas les effectifs adéquat pour appliquer l'APC. Il est donc question de trouver un autre système. Me demander, est-ce que j'ai déjà un autre système que j'ai déjà préparé pour remplacer? Non, je ne vous dirai pas ça. Quel moyen faut-il pour l'APC? Quel effectif faut-il pour l'APC? On nous a dit, il a dit par exemple, les effectifs c'est 20, mais avec 20 élèves par classe, mais avec un maximum de 30. C'est-à-dire les effectifs, ça ne doit pas dépasser 30 élèves par classe. Or, vous savez, c'est les effectifs que nous avons dans nos salles de classe. Et pour appliquer l'APC, il faut un certain nombre de matériels. Il faut un certain nombre d'appareils et des laboratoires et autres, parce que vous n'allez pas dire, par exemple, je prends un chapitre comme les pyramides de cônes. Un enseignant n'est plus censé venir, selon l'APC, venir dessiner une pyramide au tableau et dire aux enfants que voilà une pyramide et tout. On est censé venir fabriquer tous ensemble le patron d'une pyramide, monter la pyramide, faire les plans de coupe et autres. Mais avec quoi? Parce que tout ce que nous avons dans les salles de classe, c'est la feuille et le papier et le stylo. Alors, lorsque vous avez entendu, aujourd'hui, il y a la chimie pratique et la chimie théorique, physique pratique et physique théorique. Est-ce que vous savez que la physique pratique et physique théorique, c'est en classe sur le papier avec le stylo? C'est-à-dire qu'un enfant se lève le matin et vous dit, aujourd'hui, ce matin, je n'ai pas fait le cours de chimie pratique. L'enseignant de chimie pratique arrive en classe et dit, ouvrez le cahier, prenez les stylos. C'est pour faire quelque chose de chimie pratique. Et le jour qu'il va venir faire la chimie théorique, il va dire la même chose. Sortez les cahiers et prenez les stylos. Vous comprenez donc qu'on n'a rien pour pratiquer l'APC. Alors, comme l'honorable a bien dit tout à l'heure, l'APC devrait être accompagné par un budget. Et là, chaque département devrait faire la liste de ce dont il a besoin pour pouvoir fonctionner dans son département. Et là, on pourra appliquer l'APC. Mais là encore, sous réserve d'avoir l'effectif. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous allez réussir à faire comprendre ce que vous êtes censé faire comprendre à 20 ou maximum 30 personnes. Vous allez réussir à le faire comprendre ça à 80, 90 ou 100 personnes de la même façon et avec le même temps. La Chine a les mêmes effectifs. Maintenant, pour vous faire comprendre que déjà, il nous fallait déjà avoir ce matériel. Donc, c'est pour ça que je dis que l'APC n'est déjà pas adapté à notre contexte. Maintenant, nous avons implémenté de la première, de la sixième jusqu'en terminale. Il faut améliorer les conditions de mise en place de l'APC. De l'APC. Oui. Mais plus encore, il faut modifier les contenus d'enseignement. On ne peut pas se retrouver qu'en 2024, on soit en train d'enseigner en histoire, qu'on soit en train d'enseigner l'histoire de l'assassinat d'un certain prince en Autriche ou je ne sais pas trop quoi, alors que les Camerounais ne connaissent même pas l'histoire de Nyobe, ou alors que les Camerounais ne connaissent pas l'histoire même du président de la République, Aïdjo. Les Camerounais ne connaissent pas, ou même certains Camerounais ne connaissent même pas l'histoire du président actuel camerounais. Mais ils connaissent tout ce que Mao Zedong avait fait du début jusqu'à la fin de son règne. Tout le monde connaît comment la Chine s'est formée et autres. Mais
Comment est-ce qu'on va se retrouver en 2024 avec ça? Vous comprenez qu'on ne peut pas s'en sortir dans ce genre de système où on a encore les contenus de 1970. Donc, il faut déjà commencer par changer le contenu éducatif. Je vais vous prendre une chose très simple. On vient en terminale A enseigner aux enfants comment résoudre un système d'équation à 3 inconnus. Vous voyez? Un système d'équation à 3 inconnus. Sachant que après le baccalauréat, cet enfant va peut-être aller faire sociologie ou anthropologie, histoire. Certains vont faire gestion et comptabilité. Dans ce cas, il y a les mathématiques appliquées. Non, mais les mathématiques appliquées qui n'ont rien peut-être. Là, dans ce cas, je suis d'accord qu'on leur enseigne les statistiques. S'ils doivent aller faire la gestion, là, ils vont faire appel aux statistiques. Donc, juste pour faire comprendre que même lorsqu'on va prendre une classe et dire on va enseigner telle matière, il sera question de savoir exactement ce qui sera utile pour l'élève en fonction du profil. L'enfant a déjà choisi que je vais faire la série A. Vous avez dit, ok, tu dois continuer à faire les mathématiques. Nous sommes d'accord. Mais quel contenu de mathématiques? Quel contenu? Ou un enfant qui a décidé que, ok, je vais faire les mathématiques et je ne vais pas faire la première C. L'enfant assis en première C, il s'attend à ce que tu viennes lui donner l'histoire, peut-être l'histoire de Thalès. Tu dis, bon, voilà comment Thalès faisait pour se retrouver en train pour inventer la propriété de Thalès. Mais vous venez lui dire, est-ce que tu sais même qu'en 1918, il y a eu une guerre qui opposait une colonie quelque part. Ça va servir, en quoi est-ce que ça va servir cet enfant qui a décidé de faire les mathématiques? Venez lui enseigner l'histoire des mathématiques et des physiques. Donc, c'est ça quand on parle de la réforme du système éducatif. Il ne s'agit pas que je vais venir, moi, brancher Dieu, dire voilà ce que je propose qu'on donne. Nous proposons plutôt, comme on organise au Forum national de l'éducation, où on pourra discuter de tout ça, chacun pourra donner son avis. Et lorsqu'on parle, je parle des états généraux de l'éducation, ça ne concerne pas seulement les enseignants. Pas du tout. Vous-même, vous êtes intéressés par ce qu'on doit enseigner à vos enfants. On doit donc appeler tous les leaders politiques, les responsables de l'enseignement et autres. Ça veut dire qu'il y a urgence d'organiser le Forum national de l'éducation pour définir les contenus de l'enseignement. Effectivement. Dès à venir sur les propositions, les réformes éducatives à mener, l'amélioration des programmes scolaires, la formation des enseignants et la modernisation des méthodes d'évaluation. Alors, monsieur Tongo, nous pensons à l'ADP qu'il est urgent de transférer la compétence des établissements aux communes. Il est très urgent que l'État, qui s'est déjà dessaisi presque littéralement du système éducatif en dehors des nominations des proviseurs et puis des suiviens, je ne sais pas, des enseignants, mais il est temps que la compétence soit entièrement retournée aux communes, avec les moyens qui vont avec. Et puis l'expérience a montré que dans tous nos villages, la communauté villageoise se mobilise pour construire une salle de classe. En même temps, l'État envoie un entrepreneur pour construire une salle de classe. Vous allez voir, à plus de 70% des cas, les communautés villageoises ont livré leur bâtiment à 2-3 fois plus vite que les prestataires de l'État. Ça, c'est systématique dans le pays. On peut prendre les exemples, sont tellement légion. Et on va voir dans la majeure partie des cas, les communautés villageoises se soucient parce qu'en fait, il s'agit du devenir, de l'avenir de leurs enfants. Donc, lorsque les enfants rentrent le soir, disent à papa que ça fait 2 semaines, 2 mois que l'enseignant n'est pas venu, ben moi, je me souviens encore lorsque je faisais terminale, les fameuses premières terminales, les fameuses années 1994, 95, 96, où le taux de réussite frôlait les 13%. Déjà que nous étions 96 dans notre salle de classe et nous n'étions que 4 à avoir réussi au bac D à l'époque. Donc, pour dire qu'il fallait vraiment s'y mettre. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu 18 sur 20 en sciences naturelles au baccalauréat en 1996, malgré les 13% de taux de réussite. Donc, parce qu'on était conscient que... et puis l'enseignant qui nous donnait même cette science naturelle, c'était un professeur qui était nouvellement sorti de l'école normale supérieure et qui est venu pendant 2 mois. C'est-à-dire que sur les 9 mois de l'école, que dure l'école, il s'est pointé 2 mois, mars, avril, il a pompé le programme annuel en 2 mois et il s'est barré. Donc après, les parents sont obligés de se prendre en charge
ou alors les enfants avec l'encadrement des parents pour pouvoir y arriver. Donc moi, nous sommes persuadés à l'ADP que la première clé, c'est de transférer la compétence des établissements aux communes, en leur donnant les moyens qui vont avec. Et je crois qu'on verra de façon sensible un changement dans les comportements, dans les résultats. La deuxième chose, les autres se sont appesantis longuement là-dessus, ce sont les états généraux de l'éducation, pour permettre un peu d'aplanir ou alors de remettre un peu à plat non seulement le contenu, mais également un ensemble de tout ce qui tourne autour. Et maintenant, la troisième, c'est que l'État doit prendre quand même au sérieux le traitement salarial des enseignants. Non, moi je suis sidéré qu'un ingénieur gagne un salaire à 7 chiffres dans ce pays et que l'ensemble des enseignants qui l'ont tenu de la 6e en terminale ne puissent pas gagner ce qu'ils gagnent. Mais je ne parle pas d'un enseignant. Je dis, en quasiment 20 ans de carrière, ce n'est pas pour naguer les autres, mais je pense qu'il est temps de revaloriser le salaire des enseignants et de le prendre au sérieux. Excusez-moi, malgré que les temps soient difficiles, malgré que les budgets soient difficiles à tenir, je pense que c'est une question de volonté pour ne pas liquider les contraintes ou alors les demandes salariales des OTS. On peut d'abord déjà, aplanir cela, et cela n'est pas impossible. On a les moyens pour le faire. On peut aplanir en remettant déjà les tableaux, les revendications salariales à zéro. Et maintenant, prendre des engagements pour les années qui arrivent pour qu'ils soient un peu plus motivés. Pour que l'enseignant n'ait pas forcément à choisir d'aller faire des répétitions au quartier où il va gagner 70 000 francs de mois, alors que en tenant peut-être 2-3 élèves, et même à la limite, c'est-à-dire qu'il prend plus au sérieux, il est toujours à l'heure, il est toujours présent pour des répétitions au quartier, mais à l'école, c'est beaucoup plus une question de présence, quoi. Juste s'assurer de faire le minimum. Donc moi, je pense que tout ça, si les enseignants sont mieux traités, ça sera certainement pas excellent, mais si on peut améliorer les conditions salariales et s'y conformer, parce que le tout n'est pas seulement de dire, bon, on a eu une réévaluation d'indice, mais après qu'on se retrouve avec des impayés ou alors que des revendications en n'en plus fini, on reviendra encore au même truc. Donc pour moi, ce sont les trois pôles essentiels. Transférer la compétence dans tout le pays aux communes. Et de deux, en ce moment, l'éclat restera seulement au niveau stratégique pour définir la politique d'ensemble et les communes vont l'appliquer. Encore faudrait-il que les communes aient également les moyens. Avec les moyens qui vont avec. Yves Abama, les réformes à mener sur les programmes, les formations pour d'abord les programmes éducatifs, maintenant les réformes pour la formation des enseignants et qui c'est peut-être la modernisation des méthodes d'évaluation. Bon, en réalité, je partage un certain nombre d'idées mises, que ce soit par Monsieur le Président en face, que ce soit le collègue Brachet et puis même la dame. Je veux dire qu'en réalité, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Les gens qui disent qu'il faut faire les états généraux, bon, c'est vrai que il y a un conseil national de l'éducation. Peut-être qu'il fallait qu'on commence par là, qu'il commence par s'asseoir, essayer de faire une espèce d'état des besoins et que par la suite, effectivement, on tienne cette grande messe. Et je voudrais dire que ce ne sera pas une première. Il vous souvient qu'en 1995, dans ce pays, on a eu les états généraux de l'éducation. Voilà, il y a un certain nombre de résolutions qui en étaient sorties, mais on va dire qu'avec le temps, ce sont des choses sur lesquelles il faut revenir de toutes les façons. Mais je voudrais dire également que vraiment, la question, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur la question du traitement des enseignants. Sincèrement, il n'y a pas de débat. Il faut améliorer parce que, mine de rien, quand on est dans un environnement où vous venez vous tenir devant des élèves, votre esprit est ailleurs parce que vous avez des problèmes, l'enfant peut être malade, comment on fait pour le soigner, il y a tellement de choses qui font que l'esprit n'est pas stable. Donc il n'y a pas de débat sur est-ce qu'on doit améliorer ou pas, il faut qu'on améliore. Ça, on met de côté. Maintenant, sur le système, il a dit tout à l'heure qu'on enseigne aux Camerounais, Mao Tse-tung, on enseigne sur ça. Je voudrais dire à Brachet que, en réalité, tout se fait selon la loi. La loi d'orientation de 98 dont je parle a prévu quoi? Elle a prévu qu'on forme des Camerounais enracinés dans leur culture et en même temps ouverts au monde, parce que le Cameroun n'est pas une île. Vous voyez? Bon, maintenant, on peut regretter que dans le versant enracinement à la culture,
il n'y ait pas, on peut se le dire, on est entre enseignants, il n'y a pas assez d'éléments qui poussent à cet enracinement-là. On peut le regretter, on peut même demander qu'il y ait un certain nombre de modifications à ce niveau. Mais on ne peut pas se permettre de nous exclure du monde. On est obligé d'apprendre tel. Il y va de l'équilibre même du jeune conforme chez nous. Je ne vais pas vous dire ici que les produits de l'école camerounaise, ils rayonnent à l'extérieur. Et pourquoi ils rayonnent à l'extérieur? C'est vrai, nous sommes exigeants entre nous, on veut avoir une école meilleure, mais nos produits rayonnent à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on leur enseigne beaucoup de choses. Quand ils vont, ils réussissent à s'adapter et à damer l'opinion aux autres. Voyez? Donc, il faut qu'on fasse cette réforme-là. Maintenant, pour l'APC, je vais encore aller dans le sens de Brachet, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur le chiffre, hein, parce que dans ce que j'ai lu, en fait, il y a même une anecdote où on vous dit qu'un monsieur a 18, un prof a 18 élèves en classe, on en ajoute 2 et les enseignants entrent en grève parce qu'on a voulu qu'il arrive à 20. Voyez? Donc s'il faut insister avec l'APC, et contrairement à ce que madame a dit tout à l'heure, je n'ai jamais dit que l'APC était un mauvais système, mais je dis que son implémentation chez nous fait problème. Elle fait problème. Pourquoi? Elle fait problème parce que ma classe de 60 ou de 80 que j'ai, en réalité, ce n'est pas une classe, c'est 4 classes d'après l'APC. Vous voyez, je suis obligé de faire un apprentissage spécialisé ou personnalisé de tous mes élèves. J'ai enseigné ceci aujourd'hui. 2 ont compris, il y en a qui sont là, ils n'ont pas compris. Dans l'APC, les élèves ne sont pas obligés d'évoluer à la même vitesse parce qu'ils n'ont pas les mêmes facultés. Ils ne comprennent pas tous la même chose au même moment. Ça suppose donc quoi? Ça suppose une démultiplication des salles de classe, et nous parlons de budget ici. La demande sociale est très forte. Où est-ce que l'État ira prendre l'argent pour démultiplier les salles de classe? Ça suppose une démultiplication des postes d'enseignants, et vous savez qu'avec la dernière actualité, à l'école normale, les chiffres ont été réduits de manière drastique, et on vous dit même que les intégrations souffrent. Vous voyez, ça demande des moyens matériels pour que l'enseignant ait un confort qui va permettre que même à partir de chez lui, de son domicile, qu'il suive ses élèves. Absolument. Vous voyez, donc il y a tellement, et sur le plan matériel et financier, ça demande tellement que, à mon avis, à l'immédiat, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire que c'est un aveu de faiblesse? Non, c'est pas un aveu, c'est pas, un aveu d'incompétence du système. S'il vous plaît. Ce qui me dérange avec certains, quand on parle de la question de l'éducation, ils s'arrangent à vouloir nous amener sur le terrain politique. Sur le terrain politique, j'ai beaucoup de poches où je peux me cacher, hein, et on biaise ce débat. Je suis en train de parler, je parle à l'attention de l'autorité publique, je parle à l'attention de ceux qui dirigent l'école, je parle pour que les gens nous écoutent, parce que j'ai foi que on écoute ce que nous disons sur les plateaux de télévision, et à partir de là, il peut même arriver qu'on pose un certain nombre d'actes positifs. Vous voyez, donc Mélie nous dit, c'est un aveu d'échec, vraiment vous enfoncez les portes ouvertes. On est dans un environnement où la demande sociale ne permet pas qu'on mobilise tous les moyens nécessaires pour faire l'APC comme chez les autres. Je ne veux même pas m'arrêter sur les questions d'énergie, parce qu'ils vont encore me dire, oui, c'est un aveu d'échec. Je ne veux pas m'arrêter là. Les potentialités, nos capacités, font que, en réalité, c'est très compliqué. Voilà pourquoi, à court terme, je suggère très sincèrement qu'on revienne vers la pédagogie par les objectifs. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que un bon enseignant, madame, vous qui avez dit que l'APC est une bonne approche, un bon enseignant qui a compris l'APC a également compris la PPO. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur même de l'APC, il y a la PPO. On ne fait pas l'APC sans PPO. D'accord? Donc c'est très facile. C'est-à-dire que si on me dit aujourd'hui... appliquée. Non, s'il vous plaît, je vous dis la PPO théorique. Appliqué. Non, je vous dis, même de manière pédagogique par objectif. Vous comprenez? Parce que, voilà, lorsqu'on... Non, s'il vous plaît. Attendez, prendre la parole. Allez. Donc, je veux dire qu'en réalité, l'argument qui consiste à dire qu'on ne peut pas enlever brutalement parce qu'il faudra prendre le temps de retrouver un autre système, c'est un argument qui ne tient pas. On peut du jour au lendemain décider qu'on arrête avec ce système, on passe à tel autre système. Et comme je vous l'ai dit, vous parlez également des systèmes d'évaluation. Monsieur Dipita, les systèmes d'évaluation, vraiment, ils constituent, je peux dire, l'organon même de la formation. Ça veut dire le plus petit organe? Non. L'organe le plus... Sachet. Oui. Okay. Vous voyez, pourquoi je le dis?
Je le dis parce que vous pouvez enseigner ce que vous voulez dans vos salles de classe, vous donnez tout ce que vous voulez à vos élèves, mais quand on arrive à un examen, une évaluation certificative, et que celle-ci ne correspond pas à ce qui a été enseigné en classe, et que celle-ci n'a pas été, son équité n'a pas été garantie. Quand je dis l'équité n'a pas été garantie, par exemple, vous apprenez que certains ont eu des choses avant, il y a eu ci ou ça. Quand l'équité n'est pas garantie, il y a un problème. Vous voyez, c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui disent que, en réalité, il faut qu'on pense aux mesures sérieuses. Qu'on se demande, par exemple, mais quand on organise un examen comme le BPC, il y a des choses qu'on n'entend pas. Des choses qu'on n'entend pas. Or, le BPC, on a presque régionalisé son organisation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas régionaliser l'organisation des choses qu'on n'entend pas comme les fraudes, Bon, il y a trop de choses que j'ai entendues aux examens OBC cette année que je n'ai pas entendues aux examens de l'OBC, de la DEC. Vous voyez, pourquoi on ne régionalise pas? Pourquoi on ne donne pas une certaine responsabilité aux responsables, aux délégations. Les collectivités ont leurs responsabilités définies dans le code des collectivités territoriales. Mais pour les appliquer, non, s'il vous plaît. Éducatif. Oui, non, l'aspect éducatif, vraiment selon la loi, hein, les écoles primaires, la gestion des écoles primaires relève, je pense que c'est des communes. La gestion du personnel d'appoint aux enseignements secondaires relève des régions. Vous voyez? Donc jusqu'ici, même si on déléguait, peut-être qu'on sortirait nos collègues vacataires de l'impasse parce que pour le moment, ils sont à la merci des APE, ils sont payés seulement sur une certaine période de l'année, on les sortirait de l'impasse. Mais je ne pense pas qu'au-delà de ce financement-là, il y aurait une révolution. Il n'y aurait pas de révolution. C'est possible, impossible. Voilà, il y aurait... Je parle d'après la loi. Okay. Vous voyez? Vous savez. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à une espèce de... comment je vais dire d'action concertée, d'accord. D'un côté, l'État qui se mobilise pour faire les efforts nécessaires. De l'autre côté, nous, les spécialistes de l'école, nous, les techniciens de l'école, non, surtout, je ne veux pas mélanger tous les acteurs de la chaîne éducative. Je dis, nous, les techniciens de l'école, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise des vérités. Vous voyez, je suis surpris que certains collègues estiment que l'APC, on peut continuer avec le système APC. Je vais vous prendre un exemple, Monsieur Dupita, pour que vous compreniez et que les gens le comprennent à la maison. Est-ce que vous savez que moi, quand je dois corriger une copie de dissertation, d'après les nouveaux critères, je prends cette copie, je la regarde, je me rends compte que l'enfant a déjà fait une introduction, il a fait un corps de devoir, il a fait une conclusion. Je suis déjà censé le noter sur 2 points, même sans lire. Vous voyez ça? J'ai pris un exemple tout à l'heure dans une télévision concurrente où j'étais. Si je pose une question, je vous dis par exemple, la Première Guerre mondiale a commencé en quelle année? Et que vous me dites, la Première Guerre mondiale a commencé en 2025. La question c'est sur 2. Je suis censé ne pas vous donner 0. Hein. Vous le savez? Je vous assure, posez la question et là, je vous envoie vers mes collègues d'Histoire Géo. Posez la question, c'est la bérésina la plus totale. Et cette affaire-là est également arrivée en philosophie. Vous voyez, la philosophie, où à l'époque, on vous disait que vraiment, un enfant fait une dissertation, il raisonne, il vous dit un certain nombre de choses et ça forme l'esprit. Vous voyez, pourquoi je dis il faut revenir aux choses essentielles. Et pour sortir, qu'on arrête d'orienter les élèves les plus faibles dans les séries littéraires. Il faut qu'on arrête avec ça. Une dissertation, c'est une œuvre d'art, c'est une création, c'est contraire à une épreuve de mathématiques parce que Brachet va donner un sujet de maths à ses élèves. Ils vont traiter selon les exercices qui ont été faits en classe. Moi, je vais donner un sujet de dissertation. Ce que l'enfant va me faire, c'est sa création. Avant lui, ça n'existait pas. Vous comprenez? Et du coup, ça demande un peu plus de génie, ça demande un peu plus d'imagination, ça demande un peu plus de créativité. Or, quand vous prenez un bonhomme dont les facultés cognitives au niveau du premier cycle n'ont pas été n'ont pas révélé quelqu'un de vif. Vous l'envoyez de ce côté. Qu'est-ce qu'on aura à la fin comme résultat? Donc, il faut qu'on arrête, on essaie de revoir avec l'orientation des élèves. Alors, pour essayer de sortir cette impasse. On a beaucoup parlé de ceux de nos enfants qui n'ont pas eu. Maintenant, quel bachelier pour nos universités? Est-ce que ceux qui ont eu, là, sont des produits consommables, si je peux le dire ainsi, de façon abusive, pour l'université camerounaise? Je prends ça
au bon, hein, pour dire que l'APC, c'est même la base de notre système éducatif. Parce que quand le collègue dit que l'APC doit s'arrêter, et au supérieur, son application actuelle. Oui. Maintenant, il se résume à la série littéraire. Hein. Mais non, j'en arrive. Ça veut dire qu'il est en train de dire que les lycées techniques ne doivent plus faire les travaux pratiques, par exemple. Parce que l'APC... Avant l'APC, vous faisiez les travaux pratiques, non, madame? Je parle, non. L'APC stipule que à chaque leçon, son application. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas ce qui est compliqué là-dedans. Et les effectifs dont il parle, je ne sais pas, les lycées techniques font donc comment? Parce qu'ils ont les classes de 60, hein, de 70, 80, hein, et ils doivent appliquer avec tous les enfants. Maintenant, vous maîtrisez que vos enfants... J'en arrive technique. Pour dire que les résultats sont là. Hein, et vous avez vu les résultats de l'enseignement technique. Je pense que le pourcentage est à plus de 70%. C'est l'APC. Et vous bon, maîtrise. Est-ce que nos produits sont prêts à l'emploi? C'est de ça qu'il s'agit. L'APC est là pour que nous ayons des produits prêts à l'emploi à chaque cycle d'évaluation. Ça veut dire qu'à chaque cycle d'évaluation, c'est les objectifs. Un élève qui sort avec le CAP et qui arrête l'école à ce niveau-là doit être opérationnel à son niveau. Un élève qui vient avoir son brevet de technicien et qui arrête à ce niveau, elle doit être opérationnelle à ce niveau. Ça, c'est l'enseignement technique. Je viens parce que à l'époque, j'en arrive. Vous parlez comme si à l'époque, on sortait de ça, on était opérationnel. Il n'y avait pas l'APC. Là, ça, c'est un niveau d'études. Oui, mais dès qu'on sortait de là, on était opérationnel. Avant l'APC. C'est l'APC. Maintenant, quand on applique ça, l'APC en 2012. Je suis en train de dire ceci. C'est l'APC. Même si on n'appelait pas ça comme ça avant. C'est ça. L'approche là, c'est exactement ça. Quand on a appelé ça avant P, parce que là, quand tu parles de PPO, tu parles d'enseignement général. Mais de toute façon, on ne se comprend pas parce que votre domaine, par définition, est pratique. Je suis en train de dire ceci. Que ce soit pratique ou pas pratique, l'APC vise à ce que les enfants soient opérationnels au niveau où ils sont. Ça veut dire qu'un élève qui a fait le cours de chimie sur telle matière, sur tel élément, sur tel... À la fin, il doit pouvoir appliquer cela. Ça veut dire que s'il s'arrête là, si l'élève ne fait que ça l'année-là, ça veut dire que la compétence là est acquise. Si c'est la seule compétence qu'il apprend cette année, quand il sort, il est opérationnel dans cette compétence. S'il va même chercher du travail, il dira que je sais faire ceci. Exactement. En chimie. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin que l'élève fasse toutes les compétences de chimie et tous les TP de chimie. Non, on a besoin que si l'élève a 3... Voilà. Je vais juste définir ce que c'est que l'APC pour que les gens comprennent. Que les gens ne pensent pas que c'est quelque chose de très compliqué. Même en série littéraire, c'est aussi simple que ça. C'est les gens qui veulent compliquer ce qui est relativement simple. Maintenant, c'est cet APC qui peut permettre qu'on ait des produits finis après le bac. Parce que voilà les bacheliers qui sont là. Sont-ils prêts à l'emploi? Pour ceux-là qui vont s'arrêter au niveau bac, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que l'APC offre. Ça veut dire que l'élève qui a fait une compétence, 2, 3 compétences en une année, même si cet élève n'a pas eu le bac, doit être opérationnel dans ses compétences. Ça veut dire que le jour où il va quelque part chercher du travail, il dit que je sais faire ça. C'est chez vous. Même chez vous, c'est le cas. C'est ça. Il n'y a pas de chez vous, chez nous. Dans l'enseignement général, ça devrait être ça. Dans l'enseignement général, ça devrait être ça. Si les conditions le problème est le suivant. On n'y est pas. Je dis, monsieur Tonga, quand on doit faire les états généraux d'éducation, c'est que les professeurs, certains professeurs de l'enseignement général, ne comprennent même pas encore exactement qu'est-ce qu'on attend d'eux dans les APC. Vous ne voulez pas désigner ce qui sont sur le plateau? Je ne suis pas, non, je ne parle pas de mes collègues, mes clients collègues sont sur le plateau. Je ne veux pas donc je suis en train de dire que les états généraux d'éducation doivent s'établir pour que cela soit bien défini. Ça va aider tout le monde, hein. Ça va aider tout le monde pour que les compétences... Un élève qui finit avec le bac A peut faire quoi s'il s'arrête au bac? Est-il obligé d'aller jusqu'en doctorat? C'est de ça qu'il s'agit. Et même maintenant, si on réussit à définir ça dans les APC, il faut donc que les enseignants s'asseyent
réfléchissent et ressortent quelque chose. C'est pour cela qu'il faut ces états généraux. Parce que les uns et les autres réussissent à s'en sortir dans certaines spécialités, mais dans certaines autres, ils ne s'en sortent pas. Lui, il dit qu'on ferme, par exemple, la CRA parce qu'il n'arrive pas à implémenter cela dans... Ce n'est pas lui, hein, je parle des enseignants qui n'arrivent pas à implémenter cela. Donc, cela vous remettez en question la qualité de la formation. Non, je ne remets en question aucune qualité de formation. Je comprends son problème, c'est qu'elle est chez les techniciens, un domaine où, chez eux, ça a toujours été pratique. J'aurais aimé que madame... Ce n'est pas un problème de chez nous. Et on vous invite. Oui, j'aurais aimé que madame vienne un peu de notre côté, parce que depuis 2012, monsieur Djibita, depuis 2012 dans ce pays, on parlait d'APC. Et je ne peux pas vous dire le nombre de séminaires, le nombre de carrefours, le nombre de rencontres faites là-dessus, de notre côté. Vous terminez. Oui, je termine en disant qu'il n'y a pas de côté-côté. Nous sommes dans l'éducation. Et nous devons avoir un système éducatif qui permet que l'élève se sente intégré dans la société. Si on doit former certains élèves pour qu'ils ne s'intègrent nulle part, autant mieux fermer ces spécialités ou les redéfinir. C'est pour cela qu'on demande encore les états généraux d'éducation. Nous ne pouvons pas me dire que côté-côté. Ça veut dire que les élèves qui sont de ce côté ne vont jamais s'insérer parce qu'ils n'auront jamais de compétences acquises, parce qu'ils ne seront jamais prêts à emploi, parce qu'ils ne pourront jamais rien faire quelque part. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est ce que je suis en train de dire. Non, je vais reprendre la parole. Voilà. Donc, essayons déjà de continuer à éduquer et à former les enseignants sur les APC et à mettre les moyens qu'il faut pour qu'on essaie de les implémenter. Vous dites un mot et puis Guy Savini termine. Oui, je voulais dire qu'en réalité, la dame et nous autres, on ne se comprend pas et je doute fort qu'on puisse se comprendre. En réalité, un point d'accord, c'est que l'APC, parce que moi je m'inspire toujours de ce qui s'est fait ailleurs, lorsque en France par exemple on l'introduit dans l'enseignement ou même au Canada, parce que c'est un système anglo-saxon ou aux États-Unis, quand on l'introduit dans le cycle scolaire, c'est à la demande des entreprises. C'est parce que les entreprises estiment que les délais de formation entre l'école et l'entreprise sont trop longs. C'est-à-dire que l'enfant doit finir, après il doit aller se former, après on dit non. Il faut mettre un système sur pied qui va faire que lorsqu'un élève sort de là, qu'il puisse trouver sa place en entreprise. Ça, c'était bien, c'était louable. Sauf que, une fois chez nous, quand on essaye de mettre en place, on ne regarde pas, on ne fait pas une analogie entre les contextes, les conditions d'application ailleurs et les conditions chez nous. Dans les domaines techniques, dans les domaines comme l'enseignement technique, ou avant les APC, les produits s'inséraient déjà dans la société, vous ne pouvez pas faire ce constat. Je vous ai parlé des SAR tout à l'heure. On sortait des SAR, on travaillait. Moi, j'ai mon neveu qui vient d'avoir son bac, le bac c'est F4 en maçonnerie là. Voilà. Avant, s'il te plaît, son emploi. S'il te plaît, c'est ça qu'il s'agit. Avant qu'il n'ait le bac, depuis qu'il est en 4e année, les travaux de maçonnerie, à chaque cycle, son emploi. Et il s'en sort. C'est de ça vous comprenez? Donc je veux dire qu'en réalité, chez vous, la question de à chaque cycle, son emploi ne se pose pas. Dans le système de l'enseignement en général, les choses sont un peu plus compliquées. Il faut donc revoir ce système. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, madame, au-delà de revoir le système, cette pédagogie, et je le dis à côté de mon collègue et de ceux qui m'écoutent à la maison, cette pédagogie, dans ce système, elle ne peut pas donner. Elle marche bien chez vous. Et si elle ne donne pas, ça veut dire qu'on condamne ses enfants à une théorie. On termine avec Guy Savini et Bobissier sur la question de quel bachelier pour nos universités. Monsieur Djibita, je pense que nous devons être fiers de nos enfants. Personnellement, d'accord, vous direz moi ici. Personnellement, je suis fier de ce que je vois les jeunes offrir. Je pense qu'ils ont des qualités que nous n'avons pas. Ils ont des chances, des opportunités que nous n'avons pas eues oui, très optimiste. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. Dans mon entreprise, j'emploie beaucoup de stagiaires qui sont soit finissants comme des bacheliers là, ou alors qui arrivent nouvellement à l'université. Ce sont des jeunes très talentueux. Il faut juste leur faire confiance et puis les encadrer. Mais les jeunes aujourd'hui sont hyper talentueux. Donc, je pense que l'université de demain doit être fière des produits qui sont mis en place. Et au contraire, je me félicite aussi en pensant que les éducateurs prendront peut-être, se réveilleront, que cet échec massif du bac littéraire amènera peut-être dans un avenir très proche les éducateurs à se réveiller, à se poser des bonnes questions. Donc ce sont les éducateurs qui doivent... Oui, je dis encore une chose,
les élèves sont évalués sur un ensemble, un programme annuel. Et ce n'est pas à la dernière minute au bac qu'on se rend compte que l'élève est médiocre. Dès le premier trimestre, on devrait déjà... Donc, sur cette base-là, nous pensons très clairement que, pour nous résumer, l'État nous devons tendre vers une gratuité. Quand je dis gratuité de l'école, c'est vraiment gratuité. En termes de frais de scolarité, en termes de manuels scolaires disponibles. Mais ne dites surtout pas que c'est impossible. Si l'armée arrive à avoir tout ce qu'il... Si l'armée du Cameroun... Excusez-moi. Je dis encore, si l'armée du Cameroun ne manque de rien. La police du Cameroun ne manque de rien pour bien accomplir. Nous sommes bien encadrés. Excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur Dipita, moi, je comprends que c'est un adversaire politique. C'est un président de parti qui parle, mais l'État n'a pas ses moyens. Du haut de ma... C'est une conclusion Non, excusez-moi. Monsieur Dipita, excusez. L'État qui gère l'armée, par exemple, notre armée, elle est performante parce qu'elle ne manque rien pour défendre l'intégrité. Et vous ne devrez pas parler de l'armée. L'armée doit être vos éléments de comparaison. Parce que ces gens ne dorment pas pour qu'on soit sur le plateau. C'est une question de volonté. Non, c'est pas et c'est l'État qui leur donne les moyens. Et c'est l'État qui leur donne les moyens. Donc je pense, mais si, je vous dis, c'est pour dire que si l'État est capable de donner à un corps de métier les moyens adéquats pour accomplir ça. Pour te défendre, pour assurer ta survie. Et elle est aussi capable de donner aux médecins. L'État est aussi capable de donner des moyens aux médecins. Mais si, l'État est capable de donner des moyens aux médecins, par exemple, pour qu'on ait des plateaux techniques. Vous êtes président, vous donnez les mêmes moyens à l'armée, vous. Je dis encore que l'État du Cameroun a les capacités de donner à nos médecins, si pour ne prendre un exemple, des moyens, et elle est capable de donner à nos enseignants des moyens de gratuité de l'école pour que nos enfants soient à l'abri de tout. Je voudrais attirer votre attention qu'il y a 3 trimestres et à la fin de chaque trimestre, on remet déjà le bulletin aux parents. Ça veut dire que le parent devrait déjà savoir quel est le réel niveau de son enfant et savoir à quel niveau intervenir pour essayer d'améliorer ce niveau. Le parent... Est-ce que le bulletin est assez catastrophique? Permettez-moi aussi de vous dire que lorsqu'on donne le bulletin aux parents, on donne aussi les statistiques à la délégation. Ça veut dire que les délégations devraient pouvoir intervenir à temps. Est-ce qu'ils sont cohérents avec les résultats annuels? Ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignant ce n'est pas l'enseignant qui devrait prendre des décisions à faire, ce qu'il y aura à faire. Et autre chose... La question c'est, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire si cette année, par exemple, les bulletins ou alors les évaluations trimestrielles ont été cohérents avec le résultat annuel? Exactement. Si c'est parce que c'est là la question de fond. Parce que dès l'entame, je vous ai fait savoir que les résultats ont reflété la réalité. La réalité que nous, enseignants, on savait déjà. Et c'est pour ça que j'ai dit que les résultats... Et que vous n'avez rien fait. Et entre-temps, il faudrait savoir que les enseignants ne peuvent pas faire vous avez laissé faire et faire le travail de d'autres. Depuis 2012, les enseignants dénoncent... Aujourd'hui, le résultat du baccalauréat que nous sommes en train de commenter, est-ce que vous savez que les enseignants qui ont corrigé et délibéré ce bac n'ont pas encore été payés? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore payé les frais de correction, les frais de délibération. Mais les mêmes enseignants sont encore en train de corriger et délibérer le probatoire. Vous comprenez que l'enseignant se sacrifie déjà assez. On ne peut pas demander plus que ça à l'enseignant parce que l'enseignant donne déjà tout. Merci, monsieur. Alors, je voudrais terminer. Où en êtes-vous avec les revendications? Bien sûr, on a encore les revendications. On a encore certaines revendications qui n'ont pas été satisfaites parce que jusqu'aujourd'hui, les avancements ne sont pas encore automatiques. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore payé les rappels des avancements de tous les enseignants. Et nous ne connaissons toujours pas la date du Forum national de l'éducation. Le calendrier de paiement, on nous avait fait savoir qu'on devait rapprocher le calendrier de paiement et que le dernier devrait être payé en septembre 2024. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en juillet 2024, on est encore en 2012. Je ne pense pas qu'on sera en 2000, je ne suis pas sûr qu'on sera en 2020, en 2020, c'est-à-dire les promotions 2020 d'ici septembre. Ça, je ne peux pas garantir. Mais je dis encore que les problèmes des enseignants ne sont pas encore résolus. Donc, que le gouvernement ne soit pas surpris de voir encore un autre communiqué parlant d'un autre... On attend le niveau d'alerte. Le niveau d'alerte, ça, je peux pas vous dire, moi, parce que comme je vous ai dit, je suis enseignant et je suis du CK. Donc si le SEC peut encore à tout moment, dire que dès la rentrée prochaine, il y aura encore les grèves. Ça, je ne peux pas garantir, mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de grève. Le SEC décidera. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les premiers enseignants ne sont pas encore résolus. Le statut spécial de l'enseignant n'est toujours pas signé. Et le décret d'application de celui qui a été signé n'est toujours pas encore signé. Du coup, on se dit, qu'est-ce que l'État attend des enseignants? Est-ce que l'État attend de voir les enseignants
tous mourir avant de réagir, ou alors ils attendent de voir encore d'autres enseignants mourir comme Amidou avant de réagir. Ça, on en saura un peu plus dans donc, les rien ne garantit. Rien ne garantit. Les années scolaires à venir. Alors, je vais terminer moi, par je dirais cette pas ça, hein. contribution. Il faut dire que la PC n'est qu'une appellation, une nouvelle appellation. Les lycées techniques ont toujours évolué avec une approche par compétence. Les éléments que présente la dame sont juste sur l'abandon de l'État. Le contenu des enseignements, même sont à faire, il nous faut une éducation de mission. Nous connaissons notre contexte. Savez-vous que dans les métropoles, on retrouve 40 enseignants d'une même discipline dans un même établissement, alors que dans les périphéries, il y a manque visible. Yves Bama, merci. Merci. Merci à vous. Ngoma Pepoznier, merci également. Et puis, président Guy Savimbi et Bobby Serko, merci. Merci vraiment pour cette émission riche et intense. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Carte sur table. Bonsoir et à mardi prochain.